Moi, j'ai été abusé à mes 12 ans, sexuellement, par un homme d'une quarantaine d'années. C'était le meilleur ami de la famille. Nous sommes leur nourriture. Ils ne sont rien sans l'empathie, sans les rires, sans la joie. Un des signes, savoir si là on est en présence d'une relation toxique, c'est de se dire est-ce que le carburant c'est l'amour ou est-ce que c'est la colère. En réalité, le père narcissique ne s'en prend pas à vous, il s'en prend à lui-même. Moi, j'ai été suivie par des détectives privés. J'ai eu des micros dans mes affaires. J'ai eu du chantage au suicide. J'ai tout eu. Sauf que je l'ai compris trop tard. Bonjour tout le monde, bonjour Steven. Bonjour. Plaisir de t'avoir avec nous. Avec plaisir partagé. Bonjour Héloïse. Bonjour Antoine, bonjour Steven. Salut Héloïse. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast sur les pères narcissiques qui va être particulièrement intéressant puisqu'on va essayer de croiser vos expertises entre toi Steven qui est expert coach sur la question des pères narcissiques et plus largement, je crois, de toutes les violences psychologiques. Et Héloïse, toi qui es avocate en droit de la famille et qui a développé une certaine expertise sur la défense des victimes de pères narcissiques. Tout à fait. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer très simplement par me dire qu'est-ce que c'est pour vous un pervers narcissique, comment ça marche, et je vous propose juste pour que tout le monde soit un peu d'accord de vous lire avant ça la définition de Paul-Claude Racamier, qui est la personne qui a théorisé le concept de pervers narcissique en 1986. Donc simplement je vous le lis et après je vous laisse la parole, Steven en premier. Le mouvement pervers narcissique se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant, tout cela aux dépens d'autrui. Exactement. Donc, le père narcissique, c'est quelqu'un de profondément vide, qui va chercher déjà à se rassurer de son propre vide intérieur, en allant mettre sa victime, en la rendant aussi vide que lui. Donc c'est une personne qui aussi va vouloir rendre l'autre fou à sa place. C'est-à-dire qu'au début, le père narcissique il rencontre sa victime, la victime elle est là, le pervers il est là, et petit à petit la relation commence, et hop, le pervers se remplit, et la victime se vide. Donc il y a vraiment, on inverse les rôles. Un transfert d'énergie Exactement. Ok, donc c'est un système de vase communicant, quoi. Exactement. Et qu'est-ce que tu entends par se vider, et qu'est-ce que tu entends par se remplir? Le père narcissique s'est construit une fausse image de lui-même. C'est-à-dire que le père narcissique, il est composé de deux parties, il y a le vrai soi, il y a le faux soi. Le père narcissique ne se supporte pas. Et son vrai soi, ses émotions, qui il l'a bloqué, parce que pour lui, avoir des émotions, c'est être faible. Lui a préféré se construire un faux self, un faux soi, dans lequel il se voit comme quelqu'un de puissant. Et à ce moment-là, le père narcissique va faire de sa vie à l'image de son faux self. Tu vois ? Voilà pour ce qui est du faux soi du père narcissique. Ok, très intéressant. Héloïse, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, peut-être plus sur la partie juridique, comment c'est de les combattre, comment ça se passe? Bien entendu, sur la partie juridique, je vais ajouter des choses. Juste un premier point, ce que souligne déjà la définition de Racamier, c'est que ça peut être considéré comme un mode de défense, alors que pour certains, c'est un trouble à part entière. Pour certains, ça s'analyse juste comme un mode de défense, comme on peut avoir différents mécanismes de défense, comme la fuite, par exemple, la négation. Deuxième point que j'ajouterais, et ce qui rend, à mon sens, ce trouble passionnant et qui fait qu'on en parle autant, que ce soit des juristes, des avocats, c'est que c'est une négation de l'individualité, de l'altérité de l'autre. Et c'est quand même fou d'avoir des personnes qui font en sorte de penser, mais indépendamment de l'autre. Depuis qu'on est enfant, on a de l'empathie, on nous apprend l'empathie, on nous apprend qu'il faut respecter les autres. Mais c'est quand même fascinant de se dire qu'il y a des adultes qui nie l'existence de l'autre. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point que j'ajouterais par rapport à la définition de Racamier, c'est quand même le fait, que toute leur personnalité est fondée sur cette négation de l'autre. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre parce que la personnalité, ma personnalité, la sienne, les nôtres aujourd'hui ne se résument pas à potentiellement un trouble qu'on pourrait avoir, à une névrose. On peut avoir des personnalités beaucoup plus complexes, sauf que lui, le pervers narcissique, l'originalité, c'est que tout ce qu'il fait dans son quotidien est fondé sur ce trouble-là. Et dernier point, par rapport à la définition de Racamier que j'ai envie d'ajouter, c'est que, attention, le trouble de la perversion narcissique n'existe pas d'un point de vue médical. Et c'est pour ça, bien entendu, que les médecins, aujourd'hui les psychiatres, parlent de troubles de la personnalité narcissique et non pas de perversion narcissique. Et un dernier point encore à ajouter, et ça c'est plus d'un point de vue juridique, en fait quand je vois les victimes après arriver,
Quand on est sain d'esprit, on se dit pas que le but de la personne en face de nous, c'est de nous faire mal. On peut pas concevoir que quelqu'un puisse prendre du plaisir à la souffrance de l'autre. Or, c'est ça, et c'est pour ça que c'est très difficile d'un point de vue juridique, c'est que, en fait, nous, on est formés à apaiser le conflit. On est formé en tant qu'avocat à essayer de recourir à des mécanismes de médiation, de négociation. Sauf que comment négocier avec quelqu'un qui ne reconnaît pas l'existence de ses enfants, qui ne reconnaît pas l'existence de son époux, de son épouse, qui ne reconnaît pas l'existence d'un autre parent, de son grand-père, de sa grand-mère. Je peux te faire la liste à l'après-vert. Et c'est là que la particularité de la défense d'un pervers narcissique naît. La particularité de la défense, elle naît de son trouble juridique, de son trouble psychologique. Et c'est là que ça devient intéressant. Ok, donc si j'essaye de pas de résumer, mais simplement, dans cette équation du pervers narcissique, la notion de l'autre est très importante. Pour un pervers narcissique, tu me diras ce que t'en penses, toi, Steven, c'est qui l'autre, c'est quoi? Déjà, pour le pervers narcissique, l'autre n'est pas un autre. C'est-à-dire, comme disait Racamier, c'est l'objet non-objet. C'est-à-dire que le pervers narcissique, on a tendance à dire qu'il voit l'autre comme un objet. En réalité, il ne voit pas l'autre comme un objet, il traite l'autre comme un objet. Mais en réalité, le pervers ne voit même pas l'autre comme un objet. Il voit l'autre comme une extension de lui-même. Il faut bien comprendre une chose, et je veux le dire à toutes les personnes qui sont victimes de pervers narcissiques, en réalité, le pervers ne s'en prend pas à vous, il s'en prend à lui-même. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se déteste profondément. C'est quelqu'un qui a un schéma d'imperfection énorme et qui, finalement, fait payer l'autre, mais en réalité, il s'en prend à lui-même. C'est juste une projection. Et ça, c'est important de le dire parce que bien souvent, les personnes se sentent responsables, se sentent coupables. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que le pervers s'en prenne à moi? Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec vous, mais tout à voir avec lui. Ok, donc c'est finalement pas une destruction de l'autre, c'est une autodestruction. C'est ça, exactement. C'est vraiment une pulsion de mort qui est auto-dirigée vers lui. Ok, et ce que tu appelais qu'ils ont un trouble d'imperfection. Un schéma d'imperfection, voilà. exactement. Est-ce que tu peux définir un petit peu ça? Je connais pas particulièrement l'expression. Le schéma d'imperfection, c'est simplement se dire je vaux moins que les autres. Ils se disent ça, profondément. Alors, il se le dit pas consciemment. Ok. C'est ça, le propre du pervers narcissique, c'est qu'il a ce déni incroyable. Et c'est ce qu'on appelle le faux self. C'est-à-dire que le vrai soi du pervers, c'est se dire je suis nul. Ok. Au fond, lui, il se déteste. Mais son faux soi qu'il s'est construit, dans lequel il se voit comme puissant, ça lui permet de tenir ce faux soi. Sinon, il s'effondre. Il tombe en dépression s'il se rend compte de tous ces schémas d'imperfection, de carence affective, de blessures du rejet, etc. Ok, donc c'est un truc qui lui permet un peu de survivre. C'est ça. Ça lui permet de tenir, exactement. Ok, très clair. Simplement, je vais mettre les pieds dans le plat puisque vous êtes tous les deux à prendre la parole sur ces sujets-là. Et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est mais arrêtez un petit peu, ça n'existe pas. Il y a des gens effectivement un peu contrôlants, un peu toxiques. Il y en a toujours eu, ça a toujours été comme ça. Ça n'existe pas votre truc de pervers narcissique. Alors, je pense que la frontière, elle est effectivement difficile à définir et que heureusement d'ailleurs, il n'y a pas tant de personnalités qui ont une perversion narcissique. En tout cas, on en rencontre quand même finalement, à mon sens, assez rarement. Et puis aussi, il y a une autre difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs troubles qui sont proches de la perversion narcissique ou du trouble de la personnalité narcissique et on en discutait aujourd'hui, ce serait assez facile de croire que ces troubles sont très proches. Je pense notamment à la bipolarité. Quand on les rencontre, finalement, on a des comportements, des hauts et des bas dans les deux, qui peuvent être très forts et qui peuvent être très intenses. Et la différence, à mon sens, fondamentale entre ces deux-là, c'est que la personne qui est bipolaire, quand elle va commettre une faute, quand elle va commettre un impair, quand elle va faire une erreur, elle va avoir la capacité de s'analyser, de reconnaître son erreur, d'avancer, de dire « bon, bah là j'ai déconné, je vais pouvoir avancer ». Alors que la perversion narcissique, le trouble de la perversion narcissique, il ne sera pas capable de faire ça. Et moi, en tant qu'avocate, parce que j'aurais potentiellement compris par rapport à l'analyse et à ce que me diront les clients, j'aurais par rapport à ce qu'ils me racontent, la capacité de leur dire « ok, on va négocier » ou « ok, on va pas négocier ». Parce que ce qui est paradoxal, en fait, c'est que la négociation avec un pervers narcissique est à mon sens impossible parce qu'il fonctionne sur le mode de la transaction. C'est-à-dire que pour qu'un pervers narcissique accepte de donner quelque chose, c'est parce qu'il a quelque chose en retour. Rien n'est gratuit, rien n'est offert, rien ne vient de son cœur. Donc,
tu peux avoir l'impression finalement qu'en négociation, il va te donner quelque chose, j'en sais rien, par exemple un droit de visite et d'hébergement plus important, mais c'est parce qu'il obtiendra autre chose en retour. Et donc, on pourrait me dire oui, mais c'est normal. Le principe d'une négociation, c'est finalement d'avoir en quelque sorte des compromis, des compromissions de chacun des côtés. Sauf que en pratique, est-ce qu'on doit négocier l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant? Est-ce qu'on doit négocier ce que prévoit le droit, la prestation compensatoire, la contribution aux charges du mariage, la pension alimentaire, les preuves, la commission d'une infraction pénale? Je n'en suis pas sûre. Et c'est pour ça que la transaction avec avec un pervers narcissique n'est pas possible, parce que ce qu'ils demanderont ne sera ni conforme au droit, ni conforme à l'intérêt supérieur des enfants. Ok, donc c'est un peu pile je gagne, face tu perds. Exactement. Ok, donc c'est même pas de la transaction, c'est de la transaction, mais qui va toujours dans son sens. C'est une apparence de transaction. Et c'est encore plus pervers, et c'est ce que j'explique, c'est qu'en fait, ils vont prendre du plaisir au maintien de ce lien, parce que c'est ce que t'expliquais juste avant. Nous sommes leur nourriture. Ils ne sont rien sans l'empathie, sans les rires, sans la joie, sans la capacité de communiquer, sans un réseau, sans tout ce qui fait la nature humaine de sa nourriture. En fait, sans sa nourriture, il n'est rien. Et donc, à partir du moment où on a compris ça, on a compris que toute négociation permet de le nourrir. Et donc, à partir du moment où tu as compris ça, t'arrêtes de négocier, en fait. Tu vois ? Bien sûr. Et toi, Steven, justement, t'en penses quoi de cette histoire de phénomène de mode ? Est-ce que tu vois effectivement que c'est un terme un peu tarte à la crème ? Qu'est-ce qu'il y a dessous ? Est-ce qu'il y a une réalité ? Moi, je crois qu'il y a un éléphant dans le salon et personne ne veut le voir, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quiconque qui entend le discours des victimes, les mêmes scénarios, les mêmes phases, séduction, tension, destruction, à un moment donné, ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les mêmes schémas qui se répètent. C'est-à-dire que toute la journée, quand je suis en accompagnement avec des personnes, j'ai l'impression que les gens se sont tous rencontrés entre eux et se sont dit, mais voilà, j'ai vécu ça. Mais en réalité, non, ils ne se connaissent pas. Et c'est toujours les mêmes scénarios. Je crois que ça dit vraiment quelque chose. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est déjà de reconnaître la victime comme une victime, de dire là, ce que vous avez vécu, c'est pas vous qui l'avez inventé. Vous l'avez vraiment vécu. Vous avez en face de vous un être purement manipulateur. Pervers, narcissique ou pas, peu importe, mais déjà vous dire là, vous n'avez rien à vous reprocher. L'autre vous veut du mal. C'est pas normal ce qui se passe dans la relation. Ok. Tu parles de séduction, tension, destruction. Ça, c'est un concept que je t'ai entendu souvent développer. Est-ce que tu peux le développer ? Je trouve que c'est très parlant pour justement une personne qui pourrait se dire « Est-ce que je suis dans ce scénario-là » Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu tout ça ? Et Loïse, évidemment, si tu as des précisions à ajouter, notamment sur la partie juridique, parce que peut-être qu'en fonction des phases, on traite pas de la même manière, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que déjà, la première phase séduction, c'est la phase la plus importante. C'est-à-dire qu'un pervers qui passerait instantanément dans la phase de destruction, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le pervers a besoin de mettre l'autre en confiance. Quand il y a la confiance, le but du pervers, c'est qu'à la fin, la personne se dise « Bon, j'ai rien à craindre, donc je fais tomber les barrières, je m'ouvre à lui, et c'est là où le pervers peut rentrer. » C'est-à-dire que le mécanisme de l'emprise, le but du pervers, c'est d'abord, il rentre sur votre territoire. Ensuite, il vous emmène sur son territoire. Et à la fin, il vous met dans la cage avec la cage qui est ouverte. Alors, il vous dit, mais tu peux partir, t'es libre. Mais vous ne partez pas parce que vous êtes sous emprise. Donc le but du pervers, au début déjà, c'est vraiment de scruter la personne, voir comment elle est. Il rentre dans son monde, et puis après, il l'emmène petit à petit dans son faux monde, parce que le pervers, il est vide. Le but du pervers à ce moment-là, c'est de ne faire qu'un avec la victime, de fusionner avec la victime. Parce qu'en fusionnant, en ne faisant qu'un avec la victime ne sait plus qui elle ne peut plus se défendre. C'est-à-dire que si je fais qu'un avec la personne, il n'y a plus de limite. Je n'ai pas besoin de me protéger parce que je ne fais qu'un avec l'autre. Ça, c'est le but du pervers. Ok, donc ça, c'est simplement la partie séduction. Séduction, ok. C'est vraiment la première partie. Ensuite, une fois que la personne, elle est séduite, elle est en confiance, qu'on a fait qu'un avec l'autre, et bien petit à petit, on va avoir des réflexions, des remarques. C'est-à-dire que le pervers va tester. Vraiment, dans cette dynamique de tester jusqu'où il peut aller. Comment va réagir la personne que j'ai en face de moi. Il envoie des petits pics. Et il jauge. Tiens, là, elle réagit comme ça. Là, il réagit comme ça. Elle est pas bien. Elle réagit pas. Et en fonction de la réaction de la victime, il va y aller crescendo. Il va augmenter l'intensité. Mais ça se fait vraiment petit à petit. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase de tension, c'est ça ? Ouais, c'est ça.
Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, en fait, c'est cette période de fusion, la première étape, c'est aussi le moment où on identifie les failles, parce que la victime, elle va être tellement en confiance qu'elle va se confier, et c'est le moment où elle va se révéler sur qui elle est, et c'est comment dire, par exemple, elle va révéler des choses qui parfois sont difficiles, et ces faiblesses seront utilisées par la suite contre elle dans le cadre de la procédure de divorce et dans le cadre de la séparation. C'est par exemple, elle a, eu un avortement difficile. Il a été trompé par le passé. Elle a été victime de harcèlement. Il a perdu son travail parce qu'il a commis une grave erreur dans le cadre de ses missions. Et donc, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que ils en arrivent à cette bassesse humaine d'utiliser les propres failles. Et donc, le point positif, c'est que ça amène aussi, en quelque sorte, à devenir aussi plus fort. L'autre élément essentiel, c'est que, en fait, ça, c'est ce que tu expliques, dans cette phase de fusion, la fusion fait que la personne perd sa propre identité. Et si tu perds ta propre identité, tu ne peux plus penser. Et donc, c'est le préalable à la confusion mentale. La perte d'identité, c'est ce qui permet la confusion mentale et c'est ce qu'ils recherchent fondamentalement. Et quand les victimes viennent pour se séparer, elles sont la plupart du temps encore dans cet état de confusion mentale, dans une incapacité de penser. Et il y a un autre point également dont tu as parlé, à mon sens, qui me paraît essentiel d'insister dessus, c'est que tu vois, le PN, en fait, il va tester peu à peu. Ah tiens, il a accepté finalement que je lui parle mal. Et finalement, il n'y a pas eu forcément d'excuses. J'ai franchi une limite qui est peut-être encore assez basse, mais je l'ai quand même franchie. Donc en fait, comme la victime a accepté de ne pas se défendre, de ne pas poser des limites, il se dit, bon, bah dans ce cas-là, je vais faire un petit peu plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, le PN va tellement peu à peu manquer de respect à la personne que la zone de la victime d'acceptabilité finalement du manque de respect va augmenter au fur et à mesure, va augmenter. Et donc en fait, elles vont accepter de plus en plus des situations qui vont être douloureuses, intolérables. Et ça entraînera un manque de respect. Et la victime va se dire peu à peu, ah bah comme j'ai accepté d'être dénigrée de plus en plus, d'être humiliée, d'être insultée au fur et à mesure, comme je l'ai accepté par le passé, bah pourquoi je l'accepterai pas maintenant? Et quand elles viennent me voir et qu'elles me disent, bon bah finalement j'ai envie que le couple marche ou j'ai envie que la rupture se passe dans de bonnes conditions, c'est parce qu'elles ont intégré qu'elles étaient pas capables de porter plainte. Elles ont normalisé tellement ces comportements qu'elles pensent que finalement c'est normal d'avoir un manque de respect quotidien. Alors que ce n'est pas normal et c'est notre rôle en tant que thérapeute et en tant que juriste, en tant qu'avocate, de leur dire non, là ça va trop loin. Ok, en fait si je reprends, au début donc on va déstructurer ton identité et après en poussant de plus en plus on va te faire accepter des choses comme par exemple tu es un moins que rien. Une fois que la personne l'a réellement intégré, qu'elle est un moins que rien, on peut par exemple la violenter, puisque la personne, ça lui paraîtra normal qu'on violente un moins que rien. Exactement. Voilà. Vu qu'elle aura plus de confiance en elle, etc., elle acceptera l'inacceptable. Simplement, une identité, c'est quand même quelque chose de très fort, enfin normalement. Comment on peut arriver à se retrouver avec des gens qui ont perdu leur identité? Alors déjà, j'aimerais rebondir sur un point important. Pourquoi la victime ne part pas? Pourquoi elle accepte tout ça? Pourquoi elle se dit je suis une moins que rien? Il y a aussi l'effet dissociation, c'est-à-dire que la personne qui vit des violences répétées en permanence, il se passe, c'est un trauma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la violence elle est répétée, dans le cerveau on a l'amygdale qui est en hyperactivation. À ce moment-là, le cerveau pour nous protéger, eh bien il va la couper. Donc l'amygdale c'est les émotions finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cerveau pour nous protéger va mettre les émotions sur pause. Parce que si le cerveau ne faisait pas ça, la victime peut mourir, réellement, on peut mourir de stress. Et donc pour se protéger, on coupe les émotions, et la victime, elle est comme spectatrice de la relation. Elle se voit, mais elle se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. C'est comme si, finalement, la victime se fait gifler, elle sait que c'est grave, elle sait que c'est pas normal, mais puisque les émotions sont anesthésiées de par l'amygdale qui a été coupée, elle dit c'est grave, mais elle ne ressent pas la gravité émotionnelle. C'est pas vraiment elle qui a été giflée, quoi. C'est un peu un personnage. En fait, elle se dit si, je suis giflée, mais vu que je ressens rien, c'est pas si grave. Tu vois? Donc pourquoi me plaindre? C'est que j'ai un problème finalement. Tu vois? Et là, à ce moment-là, la victime, elle reste parce qu'elle est déconnectée. Et souvent, peut-être que ça a été ton cas quand tu rencontres des victimes. Parfois, elles parlent, t'as l'impression que c'est pas si grave quand elles te le racontent. Elles te le racontent d'un air détaché. Et c'est pour ça que parfois les victimes ne sont pas crues. C'est cet état de dissociation qui fait qu'on ne les croit pas parce qu'on se dit mais elle peut en parler facilement, c'est que ça va. C'est normal en fait, c'est pas si grave, elle invente, c'est pas vrai.
Et c'est douloureux pour les victimes parce que du coup, on les croit pas. Ouais. Et une des raisons pour lesquelles également elle n'arrive plus à penser, c'est qu'en fait, à mon sens, c'est des éléments que je vois souvent dans les rapports d'expertise psychiatrique. Je vois d'une part, il souligne l'idéal de famille que ces personnes avaient. Et donc, plus l'idéal est fort, plus la rupture sera violente par la suite. Et l'autre point également qui fait qu'elles ont du mal à partir, c'est l'espoir qu'elles avaient nourri. C'est le fait de toujours retenter, de toujours essayer. Et l'espoir, ça entretient, c'est un peu le futur fake. L'espoir d'avoir la maison, l'espoir d'avoir, un mari, une épouse qui va finalement davantage prendre soin d'eux. Et puis l'autre point, ça, à mon sens, c'est un exemple qui doit parler à tout le monde, c'est que est-ce qu'on irait dire à un homme, à une femme qui est victime de dérives sectaires, mais pourquoi tu pars pas ? Vous n'allez pas le dire tout de suite, parce qu'ils ne vont pas avoir la capacité de penser. Ça va être une évidence que le simple fait de le dire, ça ne leur permettra de pas partir. Ça ne leur permettra pas de partir. Et bien là, pour les victimes de violences conjugales, c'est la même chose. On compare les victimes de violences conjugales à des victimes de dérives sectaires. C'est Irigoyen qui dit ça dans son livre sur le harcèlement moral. Et ben c'est la même chose et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à partir. Ah, c'est très intéressant, je l'avais jamais fait le rapprochement et ça me fait penser que j'ai vu récemment un reportage sur Raël et les Raéliens. Ouais. Et ce qui m'a fasciné, c'est à un moment, il y a une dame, ça se voit qu'elle a compris que Raël, etc., c'était n'importe quoi. Mais comme ça a été toute sa vie, elle dit, peu importe en fait si c'était faux, je re-signerai, c'était ma vie en fait. Et on sent qu'il y a un coût tellement exorbitant à se rendre compte du fait qu'elle a passé 20 ans ou 30 ans à se mentir, qu'elle préfère encore plus s'enfoncer dans ce mensonge-là en disant non, je peux pas accepter, si ça fait 20 ans qu'elle est en relation avec quelqu'un, qu'elle découvre qu'il est pervers narcissique, son premier réflexe, ça va être certainement de ne pas l'accepter, parce que ça veut dire que ça fait 20 ans qu'elle fait une erreur, en fait. Il y a toujours des bénéfices secondaires. C'est-à-dire qu'une victime qui reste dans la relation, évidemment qu'elle souffre. Mais si son bénéfice est plus grand à rester parce que ça comble sa solitude, ça comble la besoin d'amour, eh bien le reste, c'est pareil pour les personnes dans les sectes. Bien souvent, les sectes donnent énormément d'amour. Ouais. Et on a l'impression d'avoir rencontré des gens très proches de nous. Et c'est difficile de partir, de quitter tout ça. Oui, et c'est d'autant plus difficile qu'en fait, ces victimes, elles arrivent à un point où elles pensent que seul l'auteur des violences peut les aider à réaliser leurs propres rêves. Et donc, en fait, si ces victimes se réapproprient, à mon sens, une estime de soi, arrivent à reprendre confiance en elles, elles vont comprendre que leurs rêves, leurs désirs futurs peuvent ne dépendre que d'elles-mêmes et non pas d'un tiers. Et donc, quand elles se réapproprient leur propre estime d'elles-mêmes, là, c'est le moment où elles vont être capables de partir et de quitter le pervers narcissique et que c'est là que je vais les voir en consultation pour les défendre. Ok. Je vais simplement revenir sur cette idée parce qu'on a un petit peu digressé, mais sur cette notion d'identité parce que je pense que c'est important. Comment on fait pour arriver à détruire l'identité de quelqu'un ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, sur la partie identité, était très sécure ou au contraire peut-être avait des faiblesses déjà dans cette dimension-là ? Comment on fait pour prendre possession de l'identité de quelqu'un ? Alors déjà, je crois que la personne n'est pas détruite. Je crois qu'on ne peut pas détruire l'identité de quelqu'un. Okay. On peut évidemment l'étouffer, la mettre de côté, etc. Mais il y a toujours de la vie chez la victime. Et sinon, on ne pourrait pas se reconstruire. Si on détruit, ce serait très compliqué. Mais non, c'est toujours là, c'est simplement mis de côté. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la victime perd son identité ? Déjà, c'est que la personne, elle a l'espoir que l'autre, peut-être, va lui permettre de se transformer. C'est-à-dire qu'on a envie de se laisser aller, on a une personne en face de nous qui nous aime, qui nous donne confiance, qui a peut-être un certain charisme. Donc on se laisse aller, on se laisse guider. Et puis petit à petit, on s'oublie parce qu'on comprend qu'en s'oubliant, j'ai l'amour de l'autre. Donc la victime, sans s'en rendre compte, elle se dit, quand je m'écoute, l'autre me fait du mal, l'autre me critique, et quand je vais dans son sens, entre guillemets, ça se passe mieux. Ça se passe mal quand même. Hein. Ouais. Donc c'est un peu comme un rat qui appuie sur le bouton et un jour il y a la croquette, un jour il n'y a pas la croquette. Et puis parfois il y a des décharges électriques, mais on a toujours l'espoir que ça se transforme, que ça aille mieux. Et c'est ce qui fait que la victime à un moment donné s'oublie petit à petit. Et un autre élément qui fait à mon sens qu'elle s'oublie aussi, et c'est pas forcément nécessaire ça veut dire que ça peut être autrement, mais l'un des éléments qui font qu'elles s'oublient, les victimes, c'est qu'elles peuvent aussi avoir ce syndrome du sauveur. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elles ont appris dans leur enfance ou dans leur jeunesse que pour être aimées, il fallait qu'elles adoptent tel bon comportement. Et donc, elles ont intériorisé, à mon sens, ces schémas. Si je me comporte bien, je serai aimée.
Et donc, elles font la même chose par la suite, à mon sens. Mais bon. Ouais, bien sûr. Il y a plein de cas qu'on peut retrouver. C'est aussi, par exemple, dans la théorie des schémas, on a plusieurs schémas. Le schéma d'assujettissement, on a un enfant qui a appris que pour avoir l'amour, il fallait se plier à l'autre. Eh bien, la personne va répéter ce schéma. Et c'est comme ça bien souvent, ce que je remarque avec les personnes que j'accompagne victimes de pervers narcissiques, les schémas qui se produisent avec le pervers, elles les ont déjà vécus dans l'enfance. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été traumatisées avec un père violent, une mère violente. Hein. Parfois, il y a des enfants ou des gens que j'accompagne, elles ont des enfances classiques. Ouais. Mais souvent, on imagine une personne qui vit des traumas comme une personne traumatisée dans le sens elle a vécu des gros abus, des abus graves, des violences, mais c'est parfois plus complexe. On peut avoir des attachements insécures dans l'enfance, non pas que nos parents ne nous ont pas aimés, mais parce qu'à un moment donné, parfois, le parent n'était pas disponible. Il peut y avoir des parents qui aimaient leurs enfants, mais ils étaient en dépression. Donc l'enfant, à ce moment-là, ne se sent pas en sécurité affective et va développer un attachement insécure. Donc parfois, les enfants, les victimes que j'accompagne, ont des enfants complètement, des enfances classiques. Elles n'ont pas été maltraitées et pourtant elles rencontrent des pervers narcissiques. Et est-ce que à l'inverse, tu peux voir des gens, ou ça vous est déjà arrivé de voir des gens qui avaient eu, à l'inverse, on sent quelque chose de très sécure, pas d'insécurité. En fait, la question derrière, c'est est-ce que tout le monde peut être victime, ou est-ce qu'il y a un peu des profils? Non. Déjà, des personnes, donc il y a l'attachement sécure et insécure, hein, la théorie de l'attachement, donc 50-50, c'est-à-dire qu'il y a 50% de la population qui sont sécures, le reste insécure, soit évitant, soit anxieux ou désorganisé. Mais il peut y avoir des enfants qui sont sécures, des adultes qui sont sécures et qui vont tomber sur des pervers narcissiques, dans des relations toxiques, parce que parfois, les enfants qui ont un attachement sécure, ils ont grandi dans un environnement tellement sain où leurs parents ne les ont pas confrontés au réel. Et elles se disent, le monde est parfait, c'est bisounours. Oui. Elles ne connaissent pas la violence. Mais ça reste, en fait, ils ont créé une insécurité, peut-être pas émotionnelle, mais en tout cas, mais elles sont ils les ont pas formés à être... Mais voilà, elles sont sécures, mais disons, naïves du réel. C'est-à-dire que pour ces enfants-là, pour ces adultes-là, la violence, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et donc elles vont se retrouver là-dedans parce que dans leur esprit, on ne peut pas nous faire du mal. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la personne se dit, moi, je suis sympathique, que l'autre en face ne peut pas être méchant avec moi. Donc c'est possible d'avoir des enfants, des adultes sécures qui rencontrent des pervers. Et si je peux me permettre d'ajouter, on pourrait penser aussi que les personnes qui vont tomber sur des pervers narcissiques, de prime abord, on pourrait penser que ça va être des milieux sociaux très bas ou des gens qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas d'éducation. Mais tout le monde est concerné. Que ce soit de la personne qui n'a aucun diplôme à la personne surdiplômée, de la personne qui va vivre au RSA à la personne qui va gagner 100 000 euros par mois. Tout le monde est concerné. Et c'est pour ça que c'est aussi fascinant, cette personnalité. Ok. Donc, on a expliqué la première phase qui est la phase de love bombing, enfin en tout cas de séduction et de mise en confiance. Ensuite, il y a cette phase où on va un peu tester et aller toujours de plus en plus loin. Et après, donc la troisième phase, c'est la destruction. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de cette phase et à partir de quel moment on va passer d'une phase à l'autre? Est-ce qu'il y a un peu des éléments déclencheurs, des caps à avoir passé avant qu'ils rentrent dans une autre phase? Alors souvent, on remarque les phases de destruction peuvent commencer à arriver, premier enfant, après un mariage, grossesse, voilà, des gros événements comme ça. L'emménagement. Ouais, l'emménagement aussi. Après, bon, pour les jeunes couples, voilà, il n'y a pas vraiment de statistiques, hein, ça peut arriver à n'importe quel moment, mais c'est vrai que les gros événements comme ça peuvent déclencher la rage narcissique. Donc la destruction, c'est finalement le pervers à ce moment-là ne met plus de masque. C'est-à-dire que là, il est à découvert, il se moque de recréer de la séduction. Vraiment, c'est attaque complète, rage narcissique, destruction totale. Mais concrètement, ça correspond à quoi? Ça correspond à du harcèlement, ça correspond à de l'atteinte à la vie privée, ça correspond à des menaces, à des violences. Là, c'est surtout l'intervention de l'avocat et l'intervention du thérapeute pour la reconstruction et pour l'évasion. Parce que là, clairement, quand on est au moment de la rage narcissique, là, ils viennent me voir et ils veulent partir. Sauf que le paradoxe, c'est qu'on sait qu'il a un traumatisme d'abandon, le pervers narcissique. Donc, tu es en train de dire à ton pervers, je vais te quitter.
Mais il n'y a pas pire pour un pervers que d'être quitté. Donc c'est pour ça que je dis aux victimes que je rencontre et que j'accompagne, si vous voulez partir, il faut apaiser la situation et vous devez cacher votre évasion. C'est comme si vous disiez à la personne que vous allez attaquer, je sais pas, que vous disiez à la personne contre qui vous voulez faire une guerre, je vais t'attaquer demain à 14h. Personne ne ferait ça. Ça paraîtrait évident à tout le monde qu'on va pas lui dire qu'on va lancer une guerre contre un tel. Et ben pourtant, les victimes, elles ont tendance à faire ça. Pourquoi ? Parce qu'elles ont cet idéal d'authenticité, de sincérité. Non mais arrêtez avec cette sincérité et cette authenticité. Il y a un moment, faut vous défendre. Faut arriver à partir avec, avec le plus d'équilibre psychologique en étant le moins détruit possible. C'est ça la priorité. Ok, parce que donc justement vu qu'il a un faux self, je crois, un faux soi, ça veut dire que si on lui dit je vais te quitter alors que ça détruit son image parfaite et donc ça va encore plus l'enrager. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va y avoir le côté en thérapie des schémas, on parle de l'enfant vulnérable, c'est-à-dire que le père narcissique à ce moment-là, on lui dit là je vais te quitter, enfant vulnérable, ça le renvoie à des événements de son passé. Schéma d'imperfection, carence affective ou même pas. Mais au fond, le père narcissique, il est convaincu que les gens finiront toujours par l'abandonner. Ah ok. Là, c'est une croyance fondamentale. C'est-à-dire que les gens qui ont un attachement anxieux ou qui ont des schémas d'abandon, de rejet, c'est des gens qui, au fond, inconsciemment, croient vraiment qu'ils vont finir par être abandonnés. C'est pour ça qu'ils vont dans des relations, bien souvent, pour confirmer leur schéma inconscient. Et le pervers, c'est la même chose. Il va dans des relations, il sait très bien au final que ça va mal finir. C'est très rare des relations avec des pères narcissiques qui durent éternellement. Ça peut arriver, hein. Mais c'est très rare. À un moment donné, la victime s'en va. Ok, t'es d'accord là-dessus ? Tu penses que les victimes finissent toujours par s'en aller ? C'est évidemment possible. Ouais, bien sûr. Il n'y a jamais de 100%. Mais c'est rare. Mais en fait, tu les verras jamais, de toute façon. Tous ceux qui sont restés en fait, je jusqu'à la pense que fin. ça dépend aussi du degré. T'en as qui sont quand même plus ou moins Bien pervers. Bien sûr. Et je vois régulièrement dans les divorces des séparations au bout de 30 ou 40 ans de mariage. Hein. C'est pas un problème. Et l'évasion, pour revenir sur cette thématique d'évasion, parce que vraiment, je pense que c'est essentiel d'un point de vue juridique et judiciaire, c'est que pour faire comprendre ça aux victimes, c'est-à-dire que, supposons qu'elles sont prises, tu vois, dans une rivière, dans un fleuve. Pour sortir du fleuve, elles vont pas nager au milieu du fleuve. Pour sortir du fleuve, elles vont nager sur le côté, elles vont aller sur les berges. Et ben c'est la même chose pour sortir d'une relation avec un PN. Il faut aller sur les berges, il faut y aller doucement. On va pas l'attaquer frontalement. C'est perdu d'avance. Il a son fonctionnement, un tel fonctionnement, depuis qu'il a 3 ans ou 4 ans. Je sais pas d'ailleurs, on peut en parler à partir de quel âge ça commence, mais il fonctionne comme ça. C'est son réflexe de défense. Donc arrêtez de l'attaquer frontalement. Vous allez sur le côté, vous allez sur les berges. Ok. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on va l'attaquer, il va surattaquer dans la mesure. Exactement. Déjà, c'est une nourriture. Lui, il kiffe là, il prend son pied. Ah ouais. Bien sûr. Il adore. Tu l'insultes, il adore. Il vit. Eh oui, c'est ça. Il vit. Parce qu'on lui donne de la place, de l'importance. Le pervers narcissique, ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est l'attention. C'est vraiment son carburant, l'attention. Ok. Rakami, il disait tuez-les, ils s'en foutent. Humiliez-les, ils en meurent. Alors. C'est-à-dire qu'à un moment donné, humilié, c'est-à-dire que oui, il va souffrir si sa réputation est touchée, mais si tu l'insultes en privé comme ça, il s'en fiche. Ok. Complètement. Donc il peut y avoir un intérêt, si on veut, je sais pas si on peut entre guillemets les vaincre ou les détruire, mais à les attaquer par exemple en public ou d'aller attaquer. Il n'y aura pas d'intérêt à faire ça. C'est-à-dire qu'évidemment, lui, sa réputation, il va pas aimer, mais en même temps, il va pouvoir le retourner contre toi. C'est-à-dire qu'il va dire, regardez, on m'attaque, c'est toi la perverse. Exactement. Ok. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Lui, au fond, il a cette crainte, évidemment, d'être démasqué. Mais à mon sens, la meilleure manière de détruire un pervers narcissique, c'est l'inattention. Puisque justement, c'est sa nourriture, tu t'arrêtes de le faire exister si tu réponds pas à ses mails, si tu réponds pas à ses messages, si tu réponds à rien, en fait. Si tu l'ignores, il y a rien de pire pour lui. Et puis même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il a plus personne, lui, il va ressentir son vide, il peut tomber en dépression. Ouais. Et c'est cette dépression qui peut même l'emmener à aller consulter. Exactement. C'est ça qui peut être une très bonne nouvelle. Donc c'est pour ça, le mieux, même si, imaginons, vous avez le bon cœur, vous avez un bon cœur, vous voulez l'aider, partez. Et vous allez peut-être pouvoir l'aider. Vous ne pouvez pas l'aider en restant, c'est pas possible. Oui, ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, vous pensez qu'on peut puisque c'est une maladie, peut-être, elle n'est pas reconnue, mais en tout cas, un trouble. Vous croyez que un PN peut guérir, peut ne plus être PN un jour ou l'autre? En tout cas, ce qu'on sait, étant donné que la perversion narcissique n'est pas reconnue, on a des personnes qui ont un trouble narcissique qui vont se faire soigner.
et ils arrivent à se soigner, Ah bon? à gérer leurs troubles. C'est possible. Si la personne veut, concrètement, souvent les narcissiques vont aller en thérapie à partir du moment où leurs mécanismes ne tiennent plus, ne sont plus suffisants. C'est-à-dire que leurs mécanismes ne permettent pas de faire tenir leur faux soi. Ils tombent en dépression et c'est là leur dernier recours, aller en thérapie. Tu vois? Ok. Et là, après, il peut Et y là, avoir des changements? ils peuvent soigner, bien sûr. Bien sûr, complètement, c'est T'as eu possible. des exemples? Moi, en tout cas, j'ai jamais eu de narcissique, etc. Mais la psychologue qui me suit, moi, quand j'ai eu tout ça et qui me supervise aujourd'hui, elle a, elle, dans son cabinet, des personnes qui ont un trouble narcissique et elle travaille avec eux et c'est complètement possible. Ok. Mais Il y a des gens quand même qui s'occupent d'eux. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais maintenant, encore une fois, le narcissisme, c'est un spectre. Ouais. Là, on parle du trouble narcissique qui est relativement dans le milieu. Mais si on va tout au bout à droite, on a le pervers narcissique. Et là, c'est vraiment un autre niveau. Donc ces gens-là, eux, vont avoir beaucoup plus de mal pour aller en thérapie. Je Et pense c'est à très long en plus. Je pense que ça dépend des niveaux, hein, parce que Bien moi, sûr. quand je pense à des dossiers en pénal que je plaide, il y en a certains, je pense que, et même quand on est en audience et que les magistrats essaient de leur faire comprendre, de les questionner sur leur comportement fautif, clairement, il y a une incapacité des auteurs à comprendre ce qu'ils ont fait. Et une incapacité de reconnaître. Alors que toute l'audience, toute la salle d'audience, le procureur, les magistrats leur posent des questions, même moi en tant qu'avocate, je vais interroger. Et ils sont incapables d'avancer, de reconnaître, d'avoir de l'empathie, de dire bon, bah, j'ai déconné. Alors qu'un caractère humain, quelqu'un qui a fait une erreur, bah, il dit bon, bah, j'ai fait une erreur, je vais essayer de la réparer et au moins je suis désolé. Mais là, t'as même pas ça. Tu peux avoir quelqu'un qui a commis des menaces, qui a été extrêmement violent avec des infractions pénales qui sont gravissimes. Bah, ils diront non, j'ai rien fait. Et c'est pour ça qu'ils sont condamnés aussi fort d'ailleurs. C'est parce que ils disent après à leur avocat non, je veux pas reconnaître. Et l'avocat, normalement, il est censé dire je suis désolé là, l'infraction elle est matérialisée, elle est caractérisée. La bonne stratégie de défense, c'est clairement pas de nier. Eh ben si, ils veulent nier, et ils iront voir l'avocat qui leur permettra potentiellement de nier la commission de l'infraction. Parce que comme ça, ils pourront se raconter l'histoire que la justice était contre moi, la justice était manipulée, la partie adverse a acheté le magistrat, parce qu'on est souvent dans la théorie du complot avec, comment dire, les pervers narcissiques. Et donc, en fait, ils préfèrent nier et être davantage condamnés plutôt que de reconnaître en pénal. Et pareil en Le JAF. pervers, il a un gros schéma de méfiance. Pour lui, tout le monde le manipule. Ouais. Pour lui, c'est les autres, les manipulateurs. Et encore une fois, on en revient toujours. Ils vont toujours confirmer leurs croyances fondamentales. Les autres me font du mal, on me manipule, on s'en prend à moi, etc. C'est pour ça qu'ils veulent pas reconnaître. Et en même temps, reconnaître qu'ils ont un problème, c'est reconnaître leur faux soi, reconnaître que tout ce qu'ils font, c'est une illusion, s'ils se racontent des mensonges. Et ça, c'est insupportable pour le pervers narcissique. Est-ce que tu C'est penses... des gens qui... Ah, pardon. C'est une autre question. Est-ce que tu penses... Prends mon rôle, en fait. Je m'appelle Antonio Banderas. Est-ce que tu penses que c'est possible? Donc, tu m'as dit, selon toi, un pervers narcissique peut se soigner. En tout cas, c'est pas, selon moi, c'est aujourd'hui ce qu'on sait. Voilà. Aujourd'hui, il Ça y a sent. des psychiatres qui reçoivent des gens qui ont un trouble narcissique. Je Ok. parle pas de pervers parce que c'est pas reconnu. Là, Ouais, je je parle vois ce que tu veux simplement dire. des gens qui ont un Trouble de trouble la narcissique. personnalité narcissique. Voilà. On est Il y a d'accord. des gens qui peuvent se faire soigner. Ok. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent se faire soigner, ne plus avoir ces comportements toxiques. Donc, ça voudrait Ça dire prend que du temps. ça prend du Ça temps. prend du temps. Ouais. Ça prend plusieurs années, tu veux Ouais, dire? c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple personne qui a des petites névroses. Ouais, je vois ce que Parce tu que veux les dire. mécanismes, C'est depuis ils l'enfance. sont construits, Ouais. ils sont solides. Ouais. C'est-à-dire, le mec, il a fait un mur. Ouais. Et- Donc, ça veut dire potentiellement que moi, quand mes clients viennent me voir et qu'ils me disent, bon, voilà, je suis en couple avec un PN depuis des années, aujourd'hui, je veux divorcer, je pourrais leur dire potentiellement, il y en a certains qui arrivent à se soigner et vous pourriez, par exemple, rompre pour un certain temps, lui laisser le temps de se soigner, vous remettre ensemble ou ça, ce serait par exemple un discours incompréhensible. C'est simplement dire, le pervers, il peut changer s'il veut. Mais ça prendrait peut-être 10 ans de thérapie. Ah ouais, ok, d'accord. Tu vois ? C'est énorme. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est simple. La personne, elle est en couple avec cet homme-là ou cette femme-là. Est-ce que, déjà, même s'il peut changer, est-ce qu'il y a de la communication ? Est-ce que, quand là, la victime, elle lui parle, voilà, est-ce qu'il reconnaît ses problèmes, enfin, ses torts ? Et est-ce qu'il y a des actes aussi ? Parce qu'il y a des paroles, mais est-ce qu'il y a des actes ? Et est-ce qu'il va en thérapie ? Est-ce qu'il y va vraiment ? Moi, je suis honnête. Je leur dis, oui, il peut changer s'il veut. Mais bien souvent, le pervers ne veut pas changer parce que pour lui, il n'a pas de problème. Ouais. Mais encore une fois, ils peuvent changer au moment où ils se retrouvent au plus mal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, ils se sentent vides, ils peuvent tomber en dépression. C'est là où ils vont consulter.
En fait, la dépression d'un PN, c'est une chance pour lui. C'est exactement ça. Ok. La Ça décompensation peut être narcissique. une chance pour tout le monde, peut-être. Mais, d'ailleurs, mais, mais mais bon, juste ouais. pour résumer votre point que tu avais posé, c'est que il peut tomber en dépression une fois qu'il a perdu sa proie. Ces mécanismes, en tout cas. Donc Ouais, il y a, s'il y a vraiment si tout à ça, donc. la proie entre guillemets reste, il pourra pas résoudre son problème. Exactement. Donc en fait, C'est tant ça qu'ils qui seront en est relation, ils pourront pas. La victime, c'est son médicament. Ouais. D'ailleurs, ça m'intéresse. C'est Jean-Charles Bouchou qui disait Voilà, ça, c'était une phrase Vous qui êtes dit. son médicament, il est votre symptôme. Ouais. Donc à partir du moment où lui, il a une victime, et bien souvent, il a toujours une victime en avance, il peut pas tomber en dépression. C'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que n'espérez pas. Par exemple, les victimes, elles me disent parfois « Ah, il a retrouvé quelqu'un au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines. » Ils se disent « Si ça se trouve, celle-ci, elle aura une plus belle relation. Ouais. Celui-ci, il aura une plus belle relation avec mon époux, avec mon épouse qui était PN. » Et à chaque fois, je leur dis « Non, non, vous inquiétez pas. Il se passera exactement la même chose. Il a rien compris. Il s'est pas remis en question. Il n'a pas été en thérapie. Il y aura de nouveau une séparation. » Même si ça prend des années, c'est quasiment sûr. Et même, moi j'aime bien leur dire aux personnes qui me disent ça, et imaginons que ce soit la plus belle des relations. Et alors Et alors? Ça n'enlève rien à ce que vous avez vécu. Ouais. Exactement. Et moi, je vais même encore plus loin. Je leur dis, parce que là c'est quand même violent de se dire que pour une mère, pour un père, le PN a retrouvé quelqu'un tout de suite. Bien sûr. C'est quand même pas facile. Et je leur dis, mais attention, moi je pense au contraire que c'est une très bonne chose parce que cette nouvelle relation lui permettra de maintenir son équilibre émotionnel. Alors que sans vous, il y a justement plus de chances qu'il aille en décompensation narcissique. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est heureusement que ces victimes sont là parce que c'est ce qui leur permet à ces PN de maintenir leur équilibre. Ils survivent. Exactement. C'est leur mécanisme de survie. Exactement. Oui, et puis finalement, pour le coup, la victime, il faut plus qu'elle s'intéresse à ça à partir du moment où elle a découvert qu'il était une mauvaise personne. C'est ça. Peu C'est importe qu'il compliqué. retrouve une. C'est Bien pour sûr, ça je comprends que moi, c'est au très très téléphone, dur, mais. Parfois, je passe plusieurs consultations, plusieurs séances. La personne me dit, mais là, il a rencontré quelqu'un. Elle est mieux que moi. S'il est avec elle, c'est qu'elle est mieux que moi. C'est que moi, j'avais un problème. Et donc, il y a tout un travail pour travailler ses croyances, etc. Pour lui dire qu'il n'y a aucun rapport entre il a rencontré quelqu'un et t'es moins bien qu'elle. C'est-à-dire que voilà, c'est la vie, on rencontre d'autres personnes. Bien sûr. Ça n'enlève en rien ta valeur. Parce que lui, il prend n'importe qui le PN, quoi. J'exagère un peu, mais Et en du plus, moment que ça peut être sa proie, il la prend. Il voit l'autre comme un. Il faut quand même qu'elle soit un faire-valoir pour lui, non? Oui, mais Il ne voit pas l'autre comme un autre. Ouais. Donc en vérité, il s'en fiche. Oui, mais s'il de le voit comme qualité. un objet ou quoi, il faut que Il le la voit comme- table soit un peu stylée, quoi. Le pervers, il se voit, pour lui, c'est le seul sur cette planète. Et tous les gens autour, c'est juste des gens qui sont accrochés à lui. Tous les gens, pour lui, ce sont juste des parties de lui-même. Donc il ne voit pas l'autre comme un autre. C'est pour ça, il préfère même pas sa nouvelle victime parce qu'il n'y a pas de. Il considère pas l'autre comme un autre. Ça, c'est important de le comprendre. Ouais, c'est dur à comprendre en fait. Ouais, c'est dur, mais c'est important. bah, c'est le plus dur à comprendre. Puisque depuis qu'on est enfant, c'est ce que je disais, on, Ouais. Oui, on l'autre, évolue c'est dans un l'essentiel. On bien n'imagine sûr. pas qu'il y ait des gens qui ne reconnaissent pas les autres comme des autres. On n'imagine pas que. Enfin, on se dit, voilà, moi je fonctionne comme ça, les gens doivent fonctionner comme moi. Mais il y a des pervers. Et est-ce que, je sais pas du tout si vous avez travaillé ce sujet ou si vous avez une info dessus, mais ça m'intéresse. J'essaye souvent de comprendre les comportements humains en essayant de regarder l'évolution, la psychologie évolutionnaire. Est-ce que ces comportements-là peuvent être une minorité qui existe parce que l'évolution a poussé vers ça? Est-ce que ça peut être génétique? Est-ce que ça peut avoir un intérêt évolutionnaire pour préserver l'espèce parce que c'est des gens justement qui vont mieux se défendre? Est-ce que là-dessus vous avez une théorie? Moi, ma théorie, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où l'image est essentielle et que finalement, il se conforme aux valeurs qui sont transmises par notre société, c'est-à-dire que l'image est plus importante que le fond. Et donc du coup, notre société serait en train de créer plus de pervers narcissiques que les moi, je suis sociétés convaincue. précédentes? Ah, mais bien sûr, une société où l'image, quand l'image n'existait pas, pourquoi aurait oula, on reprendra, on coupera. Aujourd'hui, la raison pour laquelle, à mon sens, il y a beaucoup plus de pervers narcissiques, c'est parce qu'on vit dans une société d'image où le paraître est plus important que l'être, où la forme prime sur le fond. Et c'est pour ça que nos sociétés créent, à mon sens, des pervers narcissiques. Ok. Tu penses la même chose? Bien sûr. Après, le plus important, c'est évidemment l'environnement familial aussi. C'est ce qui va réellement impacter l'enfant et l'adulte plus tard. Mais l'environnement familial, il est aussi influencé par la société. Donc, Mais on est dans tout des ça, sociétés où c'est effectivement une la danse. famille est quand même plus compliquée, on va dire, plus plurielle qu'à l'époque. Peut-être que avoir des modèles
où il y avait un père, une mère, etc., même s'ils s'entendaient pas, même si ça pouvait être voilà pas le couple idéal, peut-être que pour l'enfant, lui, ça lui apportait plus de stabilité émotionnelle. Peut-être. C'est propre à chaque famille, c'est compliqué. Ouais. Et après, tu vois, pour rebondir encore, pour apporter un autre élément de réponse par rapport à ta question, je pense également, alors comment t'expliquer ça? Je pense également que pendant un certain temps, les personnes pensaient que la justice, ça permettait d'avoir, une réponse judiciaire sur la vérité de ce qui s'est passé. Donc, il y avait une confusion entre la justice et la vérité. À partir du moment où les sociétés, les individus, les justiciables tendent à comprendre qu'il y a une décorrélation totale entre la décision de justice et la vérité de ce qui s'est passé, il y a une désillusion. Et cette désillusion, à mon sens, entraîne des comportements pervers parce que si tu comprends que la justice, elle juge que sur des preuves, eh ben, tu t'amuses à manipuler la preuve. Et c'est pour ça que ce qui est paradoxal, c'est qu'à la fois, on peut pas demander à la justice de juger sans preuve et en même temps, juger sur des preuves, ça peut être aussi un jeu manipulatoire de la part du pervers. Moi, je repense à des dossiers où j'ai des violences conjugales, où j'ai de l'enlèvement d'enfants, où j'ai des demandes de garde. Et je vois que c'est un jeu de la part du pervers narcissique que de manipuler la preuve tout le temps. Il copie tous les comportements. Il copie les preuves, les modes de preuve admissibles, les éléments. Tout est un jeu, en fait. C'est que des jeux psychologiques et c'est des jeux judiciaires, sauf qu'in fine, c'est la destruction de l'humain. C'est la destruction d'un enfant. Et c'est ça qui est inacceptable. Et cette justice crée aussi, à mon sens, les pervers narcissiques. Ok. Comme il ne met pas d'émotion dans ce qu'il fait, il a une capacité d'analyse certainement plus froide et donc de meilleure qualité. Et donc, il est capable de mieux comprendre les règles du jeu et donc de mieux jouer avec. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils vont aller prendre les meilleurs avocats. C'est pour ça qu'ils vont faire en sorte d'avoir de l'argent pour prendre les meilleurs avocats. C'est pour ça qu'ils vont, faire en sorte de construire un dossier judiciaire au moment même de la rencontre. Ce qui est paradoxal quand on est sain, c'est que on pense à un dossier judiciaire au moment de la séparation, quand on demande la résidence, quand on demande de l'argent. Là, ils commencent le dossier au moment même de la rencontre. Vos failles, ils vont faire en sorte que vous d'en avoir des preuves judiciaires, juridiques pour la suite. Vos éléments financiers, ils vont faire en sorte d'en avoir les preuves. De payer plus ou de vous faire payer plus que ce que vous seriez censé payer, ils feront en sorte de le justifier. Et donc, en fait, tout sera manipulation de preuves depuis le début. Et comment voulez-vous arriver en tant qu'avocat ? Et après, vous devez rattraper parfois des années de manipulation de preuves. Et c'est ça qui fait que c'est très difficile aussi. Ok, mais du coup, ça rejoignait justement ma question sur l'évolution. C'est-à-dire que si on a des gens... aujourd'hui, les émotions, ça nous aide sur plein de choses, mais ça nous handicape aussi sur d'autres. Prendre la décision la plus froide, ne pas jouer à la roulette, ne pas tomber dans les addictions, etc. Ça reste de l'émotion qui nous pousse à faire ça. C'est des gens qui finalement, peut-être, sont très, très adaptés à la réussite, au succès, à la performance, à toutes ces choses-là. Tout à fait. Bien sûr. La froideur émotionnelle va leur permettre d'avancer plus facilement, de manière froide, sans ressentir la peur, l'anxiété. C'est plus simple, bien sûr. Mais les émotions, ça reste tout de même assez magique. C'est-à-dire que la victime, je pense que souvent les victimes se disent « j'aurais préféré être un pervers narcissique, au moins je ne souffrirais pas ». Mais il faut comprendre aussi que le pervers narcissique, lui, ne ressentira jamais l'amour. Il ne ressent pas la joie. Donc il est privé aussi de moments que nous, on vit, qu'on aime, qu'on apprécie, mais lui ne connaîtra jamais ça. Ça reste froid. Alors que même s'il réussit sur le papier, dans la société, alors qu'est-ce que c'est réussir ? Mais au final, il est privé d'une richesse émotionnelle. Il est vide. Oui, bien sûr. Sans l'autre, il n'existe pas. C'est horrible. Et vous voyez, ce qui est paradoxal, c'est qu'on est en train d'en parler, alors que si, à mon sens, on devait résumer le comportement d'un pervers narcissique, c'est que justement, il ne faut pas chercher à expliquer. Le résumé, c'est pouvoir et contrôle. Ils veulent le pouvoir pour contrôler. Et c'est toute la ligne d'attitude, toute la ligne comportementale d'un pervers narcissique, pouvoir et contrôle. Et ça devrait être le résumé de n'importe quel comportement avec un PN, n'importe quelle relation avec un PN. Mais très intéressant. Toi, je crois que tu parlais de pouvoir et frustration, je crois. En tout cas, il ressent de la frustration. Oui. C'est la même chose. Il ressent le pouvoir, il ressent la frustration. Oui, le pervers narcissique, c'est un être frustré. Parce que dès le départ, le pervers narcissique, dans son faux soi, il se dit « on me doit tout. On doit m'obéir, on doit m'écouter, on doit répondre à tous mes besoins ». En réalité, à un moment donné, la victime désobéit parce que la victime a une identité, la victime a des besoins.
Et là, le père narcissique se dit mince, c'est pas logique. Moi, dans mon esprit, on doit m'obéir. C'est là où il y a eu une grosse frustration chez lui de se dire je suis pas si puissant que ça. Et hop, mécanisme de défense, projection, il va attaquer l'autre pour se rehausser son faux soi. Ok. Les gens qui vont nous écouter, il y en a quand même beaucoup qui soit se posent des questions sur un proche, je sais pas, leur enfant est dans une relation qu'ils trouvent pas top, soit sont eux-mêmes dans une relation où ils commencent à se poser des questions. Hein, je pense que sinon ils seraient pas là. C'est quoi pour vous les éléments où la personne elle doit se dire si je suis en présence de ça, c'est quand même un petit signal. Si je suis en présence de ça, c'est quand même un petit signal. Si je suis en présence de ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez des choses comme ça quand vous avez des gens en consultation, vous dites Pétard, c'est toujours la même chose. Pétard, il y avait ça dès le début. Moi, j'ai une petite idée. Tu veux commencer ou je commence? Moi, j'ai juste un mot, c'est incohérence. C'est-à-dire qu'une relation saine, c'est assez cohérent. Mais quand c'est incohérent et que ça part dans tous les sens, c'est déjà le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi que tu appelles l'incohérence? L'incohérence, c'est le chaud, le froid. C'est l'absence, la présence. L'amour, la haine. Alors, je parle d'amour, mais c'est pas vraiment de l'amour. C'est tous ces moments où c'est relativement pas plat. Parce qu'une relation saine, parfois on imagine, et c'est ça aussi qui peut tromper les victimes, on se dit, en fait, c'est de l'amour parce que là, je ressens énormément d'émotions. Mais une relation saine, en vérité, on ressent des choses assez tranquilles. Mais là, ça part dans tous les sens. Et je dirais que un des signes pour savoir si là on est en présence d'une relation toxique, c'est de se dire, est-ce que la relation, le carburant, c'est l'amour ou est-ce que c'est la colère? Parce que bien souvent dans les relations avec le père narcissique, on sent qu'il y a vraiment ce climat de haine qui est là et qui est le moteur de tout. Ça, c'est important de le dire. Et comment tu définirais dans une relation un moteur de haine? Ça se sent. Tu vois le regard de l'autre. Ok, ça serait carrément tu vois ses voilà phrases, tu vois ses mots. Tu vois quand tu vas voir des amis et que le pervers en rentrant, il fait la gueule. Okay. Tu viens de réussir un projet, un diplôme, il fait la gueule. Ou il crée une situation pour il pas montrer que c'est... Voilà, il gâche le moment. Il gâche le moment. Okay. Ça me fait penser au film Mon Roi, où elle est avocate justement, la victime, et elle réussit, elle a un procès, elle défend un mec assez important. Alors il s'avère que ce mec-là, c'est pas un mec très très bon, et lui va lui casser le moment en lui disant mais c'est bien, tu vas défendre un enculé. Et elle est super contente. Et hop, il casse le moment. Ok. Ouais. Elle était toute contente, et une phrase, et ça y est, elle s'effondre. Moi, c'est vraiment ce point-là. Est-ce que le pervers, la personne en face de vous, il est heureux pour vous? Est-ce qu'il est content? Ça, c'est un point important. Ok, ouais, j'aime bien cette notion de casser. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent vu avec des proches, par exemple. Le soir du mariage, donc tout s'est super bien passé, toute la journée du mariage, etc. Le taxi met un peu de temps à trouver. Bah, du coup, c'était forcément de la faute de l'autre. Elle casse le moment et du coup, voilà, toute la magie était cassée pour aussi, rien, quoi. C'est aussi le fait qu'aussi, ce sera toujours de ta faute. Ce sera toujours de la faute. Moi, quand j'ai été abusé à mes 12 ans, je me souviens d'un Attends, moment... juste ça, on va en revenir juste après. Okay. Je vais juste demander à Héloïse de revenir de finir. Et après, comme ça, je vois comment t'en es venu à parler de ces sujets-là, si ça te va. Moi, je pense qu'il y a un signe assez difficile à identifier quand on est dans une relation avec un pervers narcissique. C'est qu'en fait, ça commence tout doucement, même avant ce chaud et ce froid très intense. Ça commence par une négation des émotions, une disqualification du style « Ah, mais t'exagères, ah, t'en fais trop, tu fais trop de crises », que des accusations projectives. Ça, c'est le premier point. Et à mon sens, l'autre élément aussi qui se met en place peu à peu, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force peut-être assez diffus d'ailleurs. Je ne te parle pas, bien entendu, d'un rapport de force physique. Je te parle d'abord d'un rapport de force sur des choses qui peuvent paraître insignifiantes, sur le rangement, sur une machine à laver, sur des courses, sur 10 euros, 20 euros, des choses qui peuvent paraître insignifiantes et c'est pour ça qu'on les laisse passer. Et là où je te rejoins entièrement, Steven, c'est que c'est l'incapacité à prendre plaisir des moments de joie de l'autre. C'est-à-dire que tous les éléments importants, que ce soit des anniversaires, des Noëls, des remises de diplômes, des éléments, je ne sais pas, par exemple une fête professionnelle, à partir du moment où vous prenez du plaisir dans ces événements, même du sport, une séance de sport, n'importe quoi, eh bien, il trouvera le moyen de faire en sorte que vous n'ayez pas ce plaisir à
à vivre paisiblement ce moment. Ok. Donc par exemple, il va être très sympa pour un Noël. Au moment d'ouvrir les cadeaux, il va faire la tête, on sait pas pourquoi. Comme ça, Peu on n'a pas importe, de... que Parfois ce plus soit au moment subtil, du- c'est à la fin dans la voiture. Ouais, voilà. Oui. Ouais. Personne. Ouais. C'est par exemple, il est malade et du coup, vous pouvez pas aller chez le coiffeur ou parce que la victimisation, c'est son schéma préféré. Donc une victimisation au moment de Noël ou des anniversaires, c'est quelque Ouais. chose de classique. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Et Steven, désolé du coup de t'avoir coupé, Pas de mais souci. c'était vraiment ma question d'après. C'est quand même pas commun de s'intéresser à ce sujet-là. Comment t'en es venu à ce sujet-là? C'est quoi ton expérience? C'est quoi ton retour? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors moi j'ai été abusé à mes 12 ans sexuellement par un homme d'une quarantaine d'années. C'était le meilleur ami de la famille. Un jour mon père a un problème d'ordinateur. On lui dit tiens, quelqu'un connaît cette personne. Et petit à petit, moi, je viens avec mon père emmener l'ordinateur chez cet homme-là. Il me voit et je lui avais demandé, tiens, est-ce que tu peux m'installer un jeu? Et puis, ça va très vite. C'est-à-dire que cet homme-là commence à nous inviter dans sa famille. Il y a des grandes fêtes, etc. Moi, j'ai 12 ans. J'avais Facebook à cette époque-là. J'avais un téléphone. Il commence à m'inviter sur Facebook, à me parler. Moi, au début, je le vois comme un grand frère. Et puis, petit à petit, viennent les phrases... un peu choquante. Est-ce que je peux te voir en pyjama? On fait une cam sur Skype. Je t'aime, etc. Et petit à petit, ça y va en crescendo. Alors, je vais vous éviter les détails évidemment, mais c'est comme ça que j'ai découvert petit à petit, vers l'âge de 14-15 ans, le sujet, la manipulation, la perversion, et ça m'a aidé. Ça a été un peu un mécanisme de défense pour moi, de me mettre en mode, je vais apprendre. Je vais rationaliser le truc pour me couper un peu de mes émotions. Et puis évidemment, cette stratégie-là n'a pas duré parce qu'à force de trop tout garder, de rationaliser, ça explose. C'est là où j'ai vu une thérapeute, une psychologue, j'ai fait de l'EMDR. Et c'est comme ça que j'ai découvert la perversion narcissique et tout le milieu de la psychologie, du développement personnel, avec cet objectif de me dire, je veux aider. C'est-à-dire qu'à 14 ans, je me disais, je rêve de faire des conférences, je rêve d'être coach, d'accompagner les personnes. Et j'ai suivi cette ligne-là avec la volonté et la détermination d'aider le plus possible. Ok, super témoignage. Quand ça t'arrive, du coup, tu te retrouves face à quelqu'un qui représente vraiment quelque chose de très pervers pour le coup. Ouais. C'est ça qui, du coup, te marque en disant je savais pas que ça existait en fait dans le champ des possibles. Alors, et qui rentre en enquête à ce moment-là. Enfin... Ouais, alors c'est très perturbant parce que déjà, c'est un visage, un homme qui a à la fois un peu une tête d'enfant. Donc c'était quelqu'un, ce petit sourire, ces expressions, il mettait vraiment en confiance. Très souriant, on rigole, etc. Donc je l'adorais, vraiment je l'adorais. Et il y avait vraiment ce contraste avec ce visage pervers, où j'avais l'impression que son visage changeait complètement. Quand il me disait je t'aime, quand il me disait je veux te voir tout nu, etc. C'est là où ça fait peur. Parce que tu sais plus avec qui tu es. Tu ne reconnais plus la personne en face de toi. Et c'est aussi tout ce que les victimes vivent en couple, notamment. Le pervers change de visage en permanence. Un jour il est gentil, un jour il est méchant, un jour il va faire l'enfant, la victime, le sauveur. On ne sait plus à qui on parle. Et ça crée un effet de sidération chez la victime. Ok. Et ça c'est quand tu dis son visage change. C'est au sens littéral, c'est dans quelle mesure? C'est le regard, c'est quoi? L'emprise, elle se joue à plusieurs niveaux, mais dans tout, qu'on regarde l'emprise, comment elle se joue, il y aura toujours la voix, le regard et le toucher. La voix, le regard, le toucher. Ok. Pour mettre une personne sous emprise, tu as besoin du regard, de la voix et du toucher. Ok. Alors le toucher, ça peut être aussi l'absence de toucher. Ok. Dans le couple. Mais ces trois éléments-là sont importants pour mettre une personne sous emprise. Et le regard... Toutes les personnes victimes de pervers narcissiques vous le diront, il y a un regard qui n'est pas commun. Ok. Il y a un regard qui est particulier. Mais en permanence ou par moment? Par moment. Ok. Pas en permanence. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que le regard c'est le miroir de l'âme. Mais réellement, moi, tous les témoignages que j'ai, c'est vraiment ce regard, un regard sombre. On a l'impression de tomber dedans. Ok. Ouais. Et c'était ce même regard de cet homme qui m'a abusé. Il y avait ce regard très très joyeux, très joueur, et d'un coup, ce regard où tu te dis oula, lui, c'est pas net. Comme s'il était d'un seul coup vide, comme si on était face à une coquille. Comme si là, la façade, le masque, il était retiré. Il cherchait plus à faire d'efforts, il cherchait plus à se faire bien voir.
Ouais, c'est quelque chose que j'ai très très souvent entendu. Ouais, mais c'est difficile à expliquer quand on ne l'a pas vécu, hein, mais on a l'impression d'être dans un film, mais c'est réel. Ok. Et Et donc, c'est ce que me racontent les Ouais. victimes que je défends au pénal. Eh oui. Elles me racontent toujours la même toujours, chose. ouais, J'ai j'ai vu toujours entendu ça. son regard, il était prêt, elle était prête à me tuer à ce moment-là. C'est la peur de mourir, c'est la peur de la mort à ce moment-là, ce qu'elle me partage. Ouais, ou l'absence de tout, le néant. J'avais entendu moi. Ok. Et donc cette personne, une fois que tout ça s'est passé, tu rentres dans une forme d'emprise vis-à-vis de lui. T'en sors vite. Comment ça se passe? Alors il y a la phase de séduction, beaucoup de cadeaux, on rigole ensemble, etc. Puis il y a la phase de tension où là, clairement, on voit son jeu. Je me rappelle, il y avait une soirée, c'était une journée piscine, on appelait ça. Et moi, j'adorais faire les tours de magie quand j'avais 13 ans, 14 ans. Et je me souviens, là, on voit vraiment le côté pervers. Je faisais des tours de magie à tout le monde et il vient me voir dans un coin, il me fait arrête tes tours de magie, on m'a dit qu'on n'aimait pas ça. Il n'a pas voulu me dire qui c'était. Donc, je soupçonne que ce soit faux, mais qu'il ait simplement voulu casser le plaisir pour que moi, je me sente aussi, je me remette en question, on m'aime pas, etc. C'est très vicieux, hein, mais c'est comme ça que ça se manifeste. Moi, l'emprise, sur le moment, c'est ce que j'ai expliqué que la dissociation, les émotions sont coupées. Quand j'ai mon premier attouchement, mon cerveau se coupe. Pour moi, c'est pas grave. 2 minutes après le truc, je me dis, je ressens rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, c'est parti, je vais rechercher sur Internet, pervers narcissique, manipulateur, pédophilie. Et je me mets en mode, tiens, moi, je veux être coach, donc j'apprends. Et ce côté où, en fait, je contrôle la situation m'a permis de me protéger. Ok. Ce truc de me dire, je suis au-dessus de tout ça. C'est quelque chose, genre directement après, entre guillemets, t'avais compris intellectuellement ce J'ai qui s'était toujours passé? compris qu'il était pas net. Ah, ok. Et c'est pour ça que les victimes se rendent compte, elles sont pas bêtes. Ouais. Les gens se rendent compte. Ok. Alors évidemment, il y a des cas où vraiment on ne voit rien. On s'en rend vraiment pas compte. Mais il y a des gens qui voient que c'est pas normal, mais elle reste. Mais après, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, je me suis dit, je vais arrêter de lui parler, je vais commencer à parler à mes parents, même si je ne dis pas vraiment tout à mes parents parce que c'est pas évident. T'as plein de peurs qui se mettent en jeu, Bien qui sûr. rentrent en jeu. Mais je l'ai bloqué sur le téléphone. Et après, je voulais plus le voir. Quand mes parents, il y avait des événements, j'y allais plus. Et voilà, j'ai décidé relativement assez vite de dire là, c'est bon, j'arrête. Ok. Et c'est simplement après, il y a eu des suites, notamment juridiques. Alors, ou... on attend encore le procès. C'est très long. Ah, c'est J'ai à ce porté moment-là. plainte. C'était début 2021. Ah oui, donc Ah oui, c'est t'as récent. mis évidemment du temps à porter plainte. Apparemment, il y a plusieurs enfants qui auraient vécu ça. Ok. Dans Oui, souvent, plusieurs c'est- régions, toujours dans ce milieu un peu familial. C'est très long. J'en sais rien, je sais pas où ça en est exactement. Ok. Très bien. Bah, merci en tout cas de l'avoir partagé avec nous. Et toi, Héloïse, du coup, qu'est-ce qui a orienté ta pratique vers ça? Alors moi, j'ai été en couple avec quelqu'un, avec un homme, et peu à peu, j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la relation. Et c'était quelqu'un qui gagnait très bien sa vie, qui était souriant, qui avait une excellente apparence, qui était un très bel homme, qui avait un cercle social certes limité, mais un cercle social, une très belle situation professionnelle. Vraiment le gendre idéal que que beaucoup de femmes voilà, auraient rêvé d'avoir. Et du coup, je suis également tombée dans ce piège et je comprenais pas pourquoi j'étais malheureuse en couple, alors que justement, j'avais cette personne que je trouvais en apparence extraordinaire. Et du coup, j'ai entamé des psychothérapies pour comprendre ce qui se passait. Et c'est ces psychothérapies et mon intérêt pour la psychologie et le fait également que j'avais une formation de médiation pour le règlement de conflits. Ces éléments m'ont beaucoup aidé à décrypter les comportements. Et puis après, je me suis aperçue aussi, en tant qu'avocate, je me suis aperçue que ce savoir, en fait, m'était utile dans ma profession d'avocat. Parce qu'à la base, j'étais avocate en droit de la famille et je me suis aperçue a posteriori. Bon, après, bien entendu, j'étais pas incompétente. Juridiquement, je connaissais les techniques juridiques. Mais je me suis aperçue que ma stratégie de défense n'était pas du tout adaptée à la perversion narcissique, à ces troubles mentaux. Parce qu'on ne divorce pas de la même manière avec une personne qui est pragmatique et qui est sensée qu'un divorce avec une personne, qui a un trouble mental. Et donc, le discours aujourd'hui des victimes qui viennent me voir, c'est
maître, mais vous avez parfaitement compris le fonctionnement du trouble de la perversion narcissique. J'ai l'impression que vous me connaissez et que vous décrivez ce que j'ai vécu. Mais en fait, c'est non seulement parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, mais c'est aussi parce que je l'ai vécu. Et j'ai vécu la complexité de la situation. J'ai compris que après vous existeriez plus du tout. J'ai compris la dépendance économique dans laquelle le pervers narcissique souhaite vous placer. J'ai compris le mécanisme de love bombing qui va être reproduit ensuite sur l'enfant au moment de la séparation. J'ai compris la disqualification dont vous allez être victime au moment de la séparation. J'ai vécu, j'ai vu le gaslighting et je vois encore tous les jours que la société ne le comprend pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, même des preuves juridiques ou des condamnations, et bien vous aurez encore des tiers dans son entourage qui seront incapables de le comprendre. Et ça, c'est quand même fou. Parce que l'entourage, c'est pour ça que je dis toujours l'entourage, il faut couper totalement les liens avec l'entourage du pervers narcissique parce que si vous attendez quoi que ce soit d'eux, c'est une illusion. La plupart du temps, soit ils le sont, première possibilité, soit de toute façon, c'est leur famille. Et d'un point de vue loyauté, il est très rare, mais ça arrive, que les parents se retournent contre leur propre enfant. Et les amis, n'en parlons même pas. Et donc voilà, je l'ai vécu, je l'ai compris, je suis avocate, je le vis tous les jours aujourd'hui en tant qu'avocate. Pourquoi ? Parce que finalement, les clients viennent quand même beaucoup pour ces raisons-là dans le cabinet. Et finalement, on s'aperçoit de quoi dans le cabinet ? C'est que c'est toujours la même chose. Il n'y a aucune originalité. Je peux te dire d'ores et déjà qu'il y aura de la disqualification, qu'il y aura du gaslighting, qu'il y aura de la manipulation financière, qu'il y aura du love bombing sur les enfants, qu'il y aura des manœuvres mises en place pour empêcher un suivi psychologique de l'enfant, qu'il y aura de l'inversion accusatoire, qu'il y aura de la dissimulation de revenus, qu'il y aura de la victimisation à en mourir de rire lors de l'audience. En fait, tout ça, ça n'a plus aucune originalité. Et c'est pour ça qu'on le théorise. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, en tant que professionnels, que ce soit professionnels de santé ou juridiques, on voit un fossé énorme entre la réalité de nos clients et la justice aujourd'hui. On voit, mais à quel moment la justice va prendre la mesure de la gravité de la situation. Ok, on a des expertises psychologiques. Ok, on a une possibilité de condamnation pénale. Mais quand on n'aura plus 80% des victimes qui se retrouvent sans condamnation et avec des décisions de justice, de JAF ou de juge des enfants qui ne comprennent pas la complexité de la situation, je continuerai de me battre et je continuerai de diffuser, de faire des podcasts, que ce soit avec toi ou avec tous les professionnels qui permettent de décrypter ces comportements parce que c'est un fléau et que ces personnes-là, il faut les combattre. Ok, très clair. Simplement, dans cette relation, à quel moment tu as eu le déclic de te dire « Ok, là, je suis face à quelque chose, c'est pas normal ». Et est-ce que tu l'as accepté ou est-ce qu'au contraire, tu t'es enfermé encore plus ? Alors, à quel moment je m'en suis rendu compte, comme beaucoup de victimes, et c'est pour ça que j'essaie de diffuser sur les réseaux, j'ai compris quasiment au moment de la rupture définitive. C'est-à-dire que de manière saine, moi, quand j'ai voulu quitter cette personne, je me suis dit, tiens, je vais l'expliquer. Je vais dire, voilà, je suis pas heureuse, je souhaite partir. Sauf qu'à partir du moment, et ça, je l'avais pas compris, où vous dites à cette personne, je t'abandonne, c'est tout le harcèlement, l'atteinte à la vie privée, les menaces. C'est à ce moment-là que les violences psychologiques s'intensifient et qu'on a les infractions pénales qui arrivent. Moi, j'ai été suivie par des détectives privés. J'ai eu des micros dans mes affaires. J'ai eu, Je les ai vus. Oui, j'ai eu des micros dans mes affaires. J'ai eu, du sitting à mon travail. J'ai eu du chantage au suicide. J'ai tout eu. Et sauf que je l'ai compris trop tard. Et c'est pour ça que, moi, j'ai nagé en plein milieu du fleuve en disant, en gros, en faisant toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Mais t'imagines, si une avocate en droit de la famille qui a l'expérience non seulement en tant qu'avocate que juriste, en plus qui était en cours de psychothérapie, qui est en plus médiatrice, si même moi, alors que je suis censée avoir cet arsenal, je galère. Mais t'imagines un peu le reste des victimes, le parcours du combattant qu'elles doivent vivre, sans compter la question de la dépendance financière. Parce que oui, moi je suis avocate, donc forcément j'ai aussi des personnes qui peuvent me soutenir, qui peuvent m'aider, j'ai un réseau. Mais imagine. Oui, si en plus la personne est isolée. Mais tu te rends compte l'isolement. Et puis moi, c'est pour ça, tu vois, aujourd'hui, je vois plein de victimes qui me disent parfois sur les réseaux « Ah, mais je vais jamais m'en sortir, c'est impossible, mais je suis tombée trop bas, je suis dans une dépendance hallucinante. »
Moi, j'ai envie de leur dire, il y a rien qui est impossible. Dans ta tête, c'est peut-être impossible, mais si tu te donnes l'énergie de t'en sortir, d'avoir une rage hors du commun, parce que pour le coup, ce qui est fou, c'est que c'est une rage hors du commun. Tu peux pas comparer la rupture avec un PN à une rupture lambda. Ça, c'est d'une violence inouïe. En revanche, de se dire que, moi, c'est ce que je dis aux victimes que je rencontre, je leur dis, OK, ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'une rupture classique, mais parce qu'il faut la préparer, qu'il faut l'anticiper, alors qu'une rupture, normalement, tu l'anticipes pas plus que ça. Moi, j'ai des victimes, elles anticipent leur rupture sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Comment veux-tu penser que c'est normal de faire ça? Non, c'est pas normal. C'est pour ça que je te dis, la rupture avec un PN, elle est hors norme. Et parce qu'elle est hors norme, il faut trouver des avocats qui sont spécialisés dans les domaines de perversion narcissique, parce qu'on n'est pas sur une spécialisation, à mon sens, qui est juste du droit de la famille. C'est pas ça, là. C'est pas que du droit, c'est un peu plus holistique. Mais bien sûr. Et tu vois, tout le paradoxe, c'est qu'on te dit, quand tu es avocat, quand tu fais tes études, mais attention, vous n'êtes pas assistante sociale. Mais attention, vous n'êtes pas psy. Sauf que comment tu comprends une relation avec un PN sans comprendre le fonctionnement psychologique de la perversion narcissique? C'est impossible. Tu peux pas adapter ta stratégie judiciaire et ta stratégie juridique si tu comprends pas la psychologie derrière. Tu peux pas avoir un sentiment d'écoute, tu peux pas donner cette empathie, si tu comprends pas la particularité. Si la victime, elle vient me voir et qui me dit « Ah, j'ai subi ça » et que je lui dis « Bon, vous l'avez un peu cherché, c'est un peu de votre faute, vous auriez pu partir depuis toutes ces années, franchement, vous l'avez cherché. » Alors, juste pour préciser, c'est pas des phrases inventées, c'est des phrases que les gens disent vraiment, que leur avocat leur a dit. Que leur avocat. Quand ils viennent au cabinet. Exactement. Ils disent, on m'a dit, vous l'avez bien cherché. Ouais, voilà. C'est d'un niveau, c'est aberrant quand même. C'est ça. Vous l'avez bien cherché, c'est de votre faute. En même temps, il fallait pas en faire un deuxième enfant avec lui ou un troisième. Ouais. Pourquoi vous êtes arrêté de travailler alors que vous avez un diplôme? C'est que ça vous arrangeait bien. C'est des discours culpabilisants. Et de recevoir cette culpabilisation quand on est victime, à mon sens, c'est encore une double peine, parce que c'est de montrer aux victimes que les professionnels qui vont l'accompagner, qui sont censés être des professionnels envers lesquels elles vont donner leur confiance, n'ont rien compris. Et en plus, c'est d'autant plus injuste et, à mon sens, immoral que les professionnels sur qui elles vont tomber elles rencontrent des victimes dans les moments les plus difficiles et les plus douloureux, les moments les plus traumatiques de leur vie. Donc, bien entendu, que d'abuser d'une personne qui, vit une situation difficile, c'est beaucoup plus facile. Moi, je repense la semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'ai eu un entretien avec une cliente. Elle m'a dit, l'avocat, juste pour commencer la procédure, je te parle pas de faire une assignation ou quoi que ce soit, juste pour commencer la procédure, elle a demandé quasiment 30 000 euros d'honoraires. 30 000 euros d'honoraires pour ne rien faire. Ce n'est pas concevable. Quand on travaille un avocat, convention d'honoraires, tableau des diligences. Sinon, on ne travaille pas avec l'avocat. Ça, c'est la base. Ok, très clair. A posteriori, parce que c'est toujours plus facile, comme tu dis, même si tu avais finalement toutes les armes pour voir, t'as pas vu. Ce qui est normal, puisque c'est justement le principe de l'emprise, etc. A posteriori, est-ce que tu vois qu'il y avait des actes anormaux depuis le début? Depuis le départ. En fait, le besoin de contrôle, à mon sens, et le fait de dire toujours à quelqu'un « t'en fais trop ». À mon sens, c'est excessif. Moi, je me souviens d'un détail dans ma relation de couple. J'avais jamais vu quelqu'un qui coupe un pain au chocolat, premier rendez-vous, un pain au chocolat en 6 morceaux. Qui coupe un pain au chocolat avec des couverts en 6 morceaux? Ça montre, alors bien sûr, c'est un détail. Pour le manger lui-même? Pour le manger ensuite, pour pas se salir les doigts et pour que les carrés soient exactement de la même longueur et de la même taille. Qui a déjà coupé un pain au chocolat en 6 morceaux? Il y a un truc qui va pas dans la tête. Et bien sûr, ça veut pas dire que c'est un pervers narcissique, mais c'est des détails qui, à mon sens, doivent alerter. Ne pas supporter qu'une chaussette soit par terre. Il y a un moment, ça peut arriver à tout le monde de laisser une chaussette par terre ou de laisser une fenêtre ouverte ou d'oublier de fermer une porte. C'est des comportements, certes, qui sont pas forcément... En tout cas, ça ne justifie pas un rabaissement ni une infantilisation de la victime. Ces comportements-là, c'est des comportements, à mon sens, annonciateurs. Et puis la dissimulation de revenus, elle intervient dès les premiers jours, ça. Le mécanisme de dépendance avec l'isolement, ils interviennent dès les premiers jours. Le love bombing, par la suite, est, à mon sens, un critère très touchy, parce que ça peut être aussi le signe d'une belle relation. Donc ça, c'est quand même assez difficile de le catégoriser comme un seul élément, mais... Le love bombing, moi, que j'ai vécu, c'était littéralement un conte de fées. Et puis le sentiment à mon sens, a posteriori,
J'aurais dû me dire de rencontrer la personne parfaite qui te dit immédiatement je t'aime, t'es la femme de ma vie, t'es exceptionnelle, tu es tout ce que je cherchais et qui te couvre de cadeaux. Il y a à mon sens, il y a un moment, c'est trop. Une relation, ça se construit. Et c'est comme si je passais du statut célibataire à marié en l'espace de 3 semaines. C'est à peu près ça. Donc là, il y a quelque chose, à mon sens, qui va pas. Ok. Et donc, toutes ces petites choses, quand tu les vis, vu que c'est compensé au début par énormément de choses, tu les ne réalises pas, ne percutes pas à quel point c'est grave ou c'est révélateur. Parce que, à mon sens, moi, j'ai fait 2 erreurs. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'en parle. D'une part, j'avais un idéal de famille. Moi, mon idéal, c'était une famille très classique avec plusieurs enfants, 3-4 enfants, ralentir mon travail, ma période professionnelle pour me consacrer à ma famille. Ouais. Donc ça, c'était mon idéal de vie. Et puis, la deuxième chose, la deuxième erreur, c'est que je suis pleine d'espérance dans la nature humaine. Et là, ce que j'ai appris, en fait, c'est à arrêter d'espérer dans la nature humaine quand on rencontre ce type de personnalité. Donc d'aller dire, sachant que l'espoir, on dit toujours, c'est ce qui fait vivre l'homme. Donc on m'a demandé, ce qu'on demande à une victime de perverse narcissique, c'est littéralement de perdre sa capacité à espérer, ce qui est quand même dément. Tu te rends compte ? On te demande d'abandonner ton idéal de famille. C'est quand même très douloureux. Moi, j'ai grandi dans une famille équilibrée. J'ai grandi avec des parents aimants, avec des parents soutenants. Et là, on était en train de me dire, en fait, il y a des moments, il faut arrêter de se soutenir parce que dans ma tête, en fait, j'avais, soutenir, c'était nécessaire dans un mariage. Ça ne pouvait pas être autrement. Se soutenir, c'est quelque chose de normal. Ouais. Et donc, soutenir, mais à quel prix ? Au prix d'une perte d'identité, au prix d'une perte d'estime de moi-même. Et c'est ça le sacrifice. C'était prêt à tout sacrifier pour ton idéal rêvé, fantasmé. Et à cause de l'espoir. Ok. Donc voilà. Sachant que en plus, moi, ça entrait fondamentalement dans mon schéma familial, dans ma manière de penser, que de toute façon, j'avais compris que si tu te mets à avoir 3 ou 4 enfants, tu peux pas non plus, selon moi en tout cas, travailler autant. Tu travailles à mi-temps, voire tu ralentis pendant 3-4 ans ou quelques années. Donc en plus, tu vois, c'était renforcé avec mes croyances personnelles. Oui, plus il prenait de contrôle, plus tu disais c'est peut-être un peu logique puisqu'on va avoir des enfants, je vais commencer à moins travailler. Et puis moi, j'ai grandi dans un système, dans une famille par exemple, où t'avais un compte commun, tu pouvais utiliser l'argent de l'autre parce que tu sais très bien qu'il y en a un qui s'occupe davantage des enfants, l'autre parfois qui travaille plus. Et c'est pas parce que t'es dans cette situation-là que t'en abuses. Sauf que moi, maintenant, ma croyance, c'est toute personne qui a du pouvoir est portée à en abuser, alors qu'avant, je n'avais pas cette notion d'abus de pouvoir. Sauf que ce que font les pervers narcissiques, c'est qu'ils abusent de leur pouvoir. Parce que le pouvoir vient pour eux de l'argent, il vient pour eux de la manipulation, il vient du rabaissement, il vient de l'infantilisation faite à la personne. Ok, c'est fascinant et c'est très intéressant de voir que vos histoires sont très différentes, mais se recoupent sur ces mécanismes où les étapes sont les mêmes. C'est vraiment intéressant. À part le pain au chocolat, nous c'est chocolatine. C'est ce que j'allais dire. C'est juste ce détail, mais c'est tout. Steven est de Bordeaux. Il y a toujours des personnes qui font des erreurs, mais je l'entends. Je l'accepte. Je l'entends pas, mais je l'accepte. Je voulais en venir au fait que aujourd'hui tout ça n'est pas reconnu ni en justice ni par la médecine au sens propre. C'est quoi votre avis là-dessus ? Est-ce que vous pensez que ça sera reconnu ? Est-ce que c'est un terme un peu fourre-tout où dessous il y a des réalités qui elles sont reconnues ? Je sais pas. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, je pense que c'est quand même assez complexe. Pour moi, la France est en retard sur ces thématiques. Je sais. Tu vois, toi comme moi, on en a déjà parlé. On écoute énormément de conférences sur ces thématiques en anglais. Ouais. Et pour moi, les anglo-saxons sont vraiment très avancés sur ces thématiques. Donc pour moi, on va y arriver. Mais il y a aussi la question du déficit de la justice qui fait que c'est plus compliqué. Et tant qu'on aura un discours de disqualification des victimes en disant c'est un phénomène de mode, eh bien, tant qu'on aura ce discours-là et que les personnes ne le combattront pas assez, on sera en retard. Et quand les personnes arrêteront de disqualifier, eh ben, on avancera. Ça, c'est un élément de réponse. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Aux États-Unis, ils parlent toujours du narcissisme, en fait. Exactement. Eux, ils disent narcissique. Nous, on parle de pervers. Est-ce que si on utilisait simplement le terme narcissique, ce serait plus pris en compte ?
Peut-être que le fait de parler juste déjà de troubles de la personnalité narcissique, ce serait peut-être plus adapté parce qu'au moins on pourra arrêter de nous dire vous dites n'importe quoi. Ouais. Après, on sait aussi que le trouble de la personnalité narcissique comporte des comorbidités avec notamment la paranoïa, avec la schizophrénie, avec il y a quoi encore, la bipolarité, borderline. Donc c'est aussi naturel presque pour les victimes. Après, il faudrait qu'il y ait des psychologues qui puissent aussi aller à la rencontre de ces agresseurs pour faire un tableau clinique, leur portrait psychologique. Est-ce que ça se fait toujours ? Alors oui, on a des expertises psychologiques, mais tu vois, les expertises psychologiques en justice, elles sont très variables. T'en as qui vont se limiter à une description de ce que chacun, des protagonistes, des parties au procès va exprimer pour en tirer une conclusion très sommaire. Et t'en as qui vont aller dans des analyses beaucoup plus poussées. Et puis t'en as qui vont qui vont à peine voir les personnes. Donc le problème, c'est que t'as tout, mais ça c'est aussi comme dans toute profession. Et puis à mon sens, aujourd'hui, en tant qu'avocate, certes, je vais pas parler de perversion narcissique et de comportement manipulateur parce que aujourd'hui, justement, je veux pas prendre le risque qu'on me dise « Ah, mais vous êtes victime, même vous mettre des phénomènes de mode. » Alors, ce que je fais plutôt, c'est que je décris les comportements sans les qualifier pour laisser la possibilité au juge d'en tirer la conclusion. Parce que moi, c'est pas moi qui tranche le litige. Moi, je lui donne mon point de vue. Et après, ce qui est extrêmement difficile, et c'est ça qui fait que le procès contre un PN est dément, c'est qu'en fait, c'est ce dont on a parlé à plusieurs reprises, c'est de l'inversion accusatoire, c'est le système du miroir. C'est-à-dire tout ce que je dis sera utilisé et répété soit de manière miroir, soit contre vous. Donc, ça rend le procès extrêmement difficile parce que le premier réflexe d'une victime, c'est de se défendre. Si je te dis, j'en sais rien, t'as pas été chercher les enfants ou tu les as pas accompagnés chez le dentiste alors que tu t'y étais engagé, le premier réflexe d'une victime, c'est de dire, si je les ai accompagnés chez le dentiste, regarde, j'ai pris rendez-vous. C'est naturel comme réflexe. Sauf qu'à chaque fois que vous faites ça, vous lui donnez sa nourriture pour l'existence et du coup, vous maintenez l'emprise. Et le truc totalement absurde, c'est que il faut trouver l'équilibre, et ça, c'est moi qui forme que ce soit mes équipes ou les clients qu'on a. Il faut trouver l'équilibre entre cette nécessaire réponse qu'il faut parfois donner, sauf quand c'est trop délirant, bien entendu, et le fait, de se taire, parce qu'il y a un moment, faut arrêter la boule de neige qui va cesser de grossir et qui s'arrêtera jamais. Ok, très intéressant. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus ? Non, là, c'est ton domaine. J'ai vu, Steven, que tu avais écrit plusieurs livres. Oui. Tu en as écrit un notamment qui s'appelle 10 types de pervers narcissiques. Ouais. Ça m'intéressait de voir, parce qu'on n'a pas assez étoffé ça, et parce que ça rejoint cette idée de qu'est-ce qu'il y a sous ce terme. Tu dis que c'est un panel, pas un panel, t'as un autre mot, mais un spectre, voilà, exactement. Que c'est un spectre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, les 10 types de pervers narcissiques, c'est un outil que j'utilise pas tout le temps, mais ça peut aider les personnes à trouver un peu l'archétype pour représenter leur relation toxique, parce que je crois que c'est important de mettre des mots sur des mots. C'est pour ça que j'avais écrit ce livre, pour décrypter un peu les différents types. Et j'ai utilisé j'ai décrit ces types-là par rapport aux témoignages que moi j'ai eu durant mes consultations, etc. Donc on va avoir par exemple parce que c'était important pour moi de décrire ces différents types, parce que bien souvent j'avais des victimes qui me disaient là, j'ai eu affaire à un pervers narcissique dans le passé, là je viens de rencontrer un nouveau partenaire, mais il est complètement différent. Et pourtant, je leur dis, mais là, c'est un pervers narcissique aussi. Parce que parfois, on se dit, le pervers narcissique, il est tout le temps pareil. Mais en réalité, le fond est le même, mais la forme peut être différente. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pervers narcissiques qui, j'appelle l'aventurier, un pervers narcissique qui, lui, ne reviendra jamais vers une ancienne victime. Et un autre pervers qui, lui, va revenir vers d'anciennes victimes. Okay. Et donc parfois, il la lâchera jamais, quoi. Il va tout le temps revenir. Et comme on a ce discours sur Internet souvent où on dit le pervers il revient toujours. Okay. Quand la victime me dit mais moi il revient pas, donc c'est pas un pervers. Je dis mais si, parce que tous les pervers ne reviennent pas toujours, ils sont tous différents. Il y a plusieurs types. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre justement pour ouvrir un peu plus et ne pas plonger le pervers narcissique dans une seule case. C'est-à-dire c'est un spectre.
Mais est-ce qu'on pourrait dire que le trouble est identique, mais la personnalité est différente? Bien sûr, c'est ça. Plus Ok. ou moins, c'est ça. Ok. Exactement ça. Et là-dedans, dans ces types que tu as identifiés, on va dire, est-ce qu'il y en a qui sont plus dangereux que d'autres, qui sont plus hardcore Alors, que d'autres? Qu'est-ce qu'on appelle dangereux? C'est ça la question. Parce qu'ils sont tous dangereux. Plus dur de s'en défaire, peut-être. Disons Ou à qu'à traiter en partir- justice. Pour moi, à partir du moment où il y a une violence psychologique, c'est dangereux. Alors, oui, mais ça va, pour Ça va moi, faire du mal dans tous les cas. ça va d'abord jusqu'au féminicide. Hein. Ah oui, mais clairement. La dangerosité, elle est pénale, là. C'est la mort, c'est la vie qui est littéralement en jeu avec un pervers narcissique. C'est pour ça que c'est pas un phénomène de mort. Là, on est en train de De parler. mode. Le mode- Oui, on coupe. C'est pour ça que clairement la perversion narcissique, c'est pas un phénomène de mode parce que matériellement, ça va jusqu'au suicide, ça va jusqu'à l'assassinat, ça va jusqu'au meurtre. Ok. Mais dans Et tous puis- les cas, ils sont dangereux. Dans tous les cas, ils sont dangereux et ils sont tellement dangereux que ça va jusqu'à la manipulation de preuves en pénal. Hein. On va avoir des personnes qui vont être capables de s'infliger des blessures à eux-mêmes et pour ensuite Ouais. aller porter plainte. Bien sûr. Et là-dedans, est-ce que à l'inverse, vous avez vu des cas où la personne l'était vraisemblablement, mais c'était quand même une personne qui avait une forme de bienveillance, qui avait une forme peut-être de manque de confiance en lui, qui l'empêchait de nuire particulièrement ou... Des Parce que pervers bienveillants, c'est ça? non, je me suis. Attends, je enfin, comprends pas la question. Là. je veux Tu dire, m'as je veux dire fait. quelqu'un qui va clairement être une mauvaise personne et manipulateur, etc. Mais qui, on va dire, à un degré. Ouais. Vas-y. Ouais. Bah, là, je pense à un dossier où en fait la victime avait découvert qu'il était là dans ce dossier pervers narcissique. Ils avaient pu en parler tous les deux. Ils avaient eu ces discussions-là et c'était très intéressant parce que il y avait. Alors, attention, je connais pas suffisamment la situation, mais voilà, en fait, l'homme dans cette espèce avait pris conscience et s'interrogeait sur sa perversion narcissique et voulait s'améliorer. Déjà, il disait, il avait pris conscience en fait que dans ses relations passées, il avait eu également des schémas toxiques. Hmm. Donc c'est une forme d'amélioration. Ok. C'était, Ouais. Ah, est-ce que c'est fictif ou pas? je sais pas, C'est ça la je question. sais pas, je suis pas capable Mais, de dire. Mais bon, déjà, c'est important. Si l'autre se dit, tiens, j'ai eu des comportements qui étaient pas terribles. C'est C'est déjà pour la victime, rien que ça, Déjà c'est énorme. rassurant pour elle. Ouais. Elle se déculpabilise. Ouais. Et puis pour moi, on n'est pas dans des dossiers high level parce que pour moi, on est sur des pervers qui sont. Ah, mais encore une sur- fois, c'est un spectre. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir tout au bout le psychopathe, Mm. et juste avant le sociopathe, celui qui va être violent physiquement, celui qui va pas l'être du tout. C'est un spectre. C'est un spectre. Ok. Ceci dit, moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que, alors, c'est peut-être complètement anecdotique, mais quand je parle de l'expertise du cabinet, etc., du fait qu'on fait ces podcasts, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit, en parle pas à ma femme, elle va t'appeler. N'en parle pas à ma femme, elle va t'appeler. Ouais. Ah bon? C'est quand même drôle comme manière de, mais ils l'ont dit sur le ton de l'humour, Ouais, ok. mais c'était toujours des profils très, très contrôlants. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est mais vachement bizarre quand même comme phrase. Je suis pas du tout surprise. En fait, je l'ai senti moi aussi quand je suis avec des couples que c'est des sujets à pas trop développer. Ah ouais? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, on peut se dire finalement le pervers narcissique, c'est juste une personne contrôlante. Ouais. C'est bien plus que C'est ça. bien plus que C'est ça. là où l'image est galvaudée. Bien sûr. Parce qu'on se dit, mon ex était un pervers parce qu'un jour, il a pas voulu que je sorte voir mes amis. Non. Mais ça peut arriver dans beaucoup de relations. Oui, quasiment toutes. Dans beaucoup de relations. Bien sûr. Et pourtant, on n'est pas pervers narcissique pour ça seulement. Donc c'est important de le dire, le pervers narcissique, c'est réellement une personne qui veut vous détruire et qui va jouir de cette souffrance-là. Moi, C'est je ça, la t'avais différence. entendu parler de l'intention Ouais, qui changeait l'intention, c'est ça, exactement, l'intention. et, de détruire. et la récurrence aussi. Exactement. Alors la récurrence, oui et non, mais c'est complexe parce que il peut y avoir des gens très contrôlants de par leur vécu, qui ont grandi dans mentalement en fait pour être au-dessus, pour être en vie, pour être bien, il faut que je sois au-dessus. Sinon, si je contrôle pas, je suis une victime. Et elle peut faire ça plusieurs années et pour autant, c'est pas des pervers. Donc, Oui, mais parce qu'ils et n'ont c'est pas l'intention. l'intention, il faut les deux cumulatifs. Voilà, c'est l'intention et la fréquence, la répétition. Ça, c'est le plus important. Ok. J'ai juste une question à te poser. Tu as déjà entendu parler des profils MBTI? Ouais, alors c'est bullshit ça. Hein.
Tu penses que c'est bullshit? Ouais, Ah, je sais mais qu'il y en a c'est pas du tout beaucoup. scientifique. Bon, Non, c'est tu vas de me dire, la l'observation. perversion quoi. narcissique, c'est pas scientifique aujourd'hui. Ouais. Même si c'est quand même le regroupement du narcissisme et de la perversion. Donc mais oui, MBTI, non, c'est pas. Il y en a qui y croient. C'est comme l'astrologie. On peut y croire. Mais honnêtement, le meilleur je dirais, outil pour décrire la personnalité d'une personne, c'est la théorie des schémas. Ça, c'est vraiment le plus scientifique. C'est quoi justement? Est-ce que tu peux nous en parler un petit Alors, on peu? a 18 schémas précoces inadaptés qu'on va développer dans l'enfance. 18 schémas précoces. Donc précoce, les a ça veut pas dire dans tous. l'enfance. C'est ça, et qui sont inadaptés. Inadapté, ok. Ils sont adaptés dans l'enfance, Ah, parce ok. qu'ils nous permettent de survivre, mais adultes, ils ne sont pas adaptés. Ok. Et donc, en conclusion, on en a plusieurs. Alors, certains vont être dominants par rapport à d'autres. Mhm. Le pervers narcissique, en général, il va avoir un schéma de méfiance, un schéma d'imperfection, un schéma de droit et grandeur, un schéma de carence affective. Alors, tous ceux qui ont ça ne sont pas des pervers narcissiques, encore Mhm. une fois. Moi, j'ai eu un schéma de méfiance, de par ce que j'ai vécu dans l'abus, Oui. me méfier beaucoup plus des gens, et ça fait pas moi un pervers narcissique. Donc, c'est important, mais c'est important de comprendre ça parce que ça nous permet de comprendre l'histoire des gens. Et toutes les personnes que j'accompagne, j'identifie ces schémas dans leur vie. Ok. Donc, on peut retrouver chez les victimes de pervers narcissiques, elles, au contraire, un schéma d'assujettissement. Et donc, ça s'emboîte. Le pervers, Ok. schéma de droit et grandeur. Ok. En face, le schéma d'assujettissement. Donc, l'autre décide et moi, j'ai mon schéma Je me soumets. d'assujettissement. Je me soumets. Et ça, c'est une danse. Et ça Ok. marche très bien. Et du coup, ça veut dire, ça place aussi la victime dans l'équation du pervers narcissique. C'est-à-dire que c'est un peu comme une pièce de puzzle. Il faut. Ouais, bah, de toute façon, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de pervers. S'il n'y a pas de pervers, il n'y a pas de victime. Ils sont tous les deux utiles pour danser ensemble. Ils s'emboîtent. Ok. Et ça Le veut. pervers n'existe pas sans personne. Bien sûr. C'est une pathologie du lien. Oui. Mais est-ce que du coup, ça veut dire que la victime a pas une part de responsabilité, Comme mais dirait Albert Schweitzer, est-ce qu'elle est complice? ouais. Mais moi, je crois pas qu'elle soit. Le terme, encore une fois, est très fort, complice. Ouais. Ça sous-entend qu'elle le veut, etc. Encore une fois, c'est une danse dans le sens où chacun va aller confirmer les schémas de l'autre. Donc chacun se sert mutuellement. C'est-à-dire que la victime va aller renforcer le schéma du pervers narcissique. Le schéma du pervers, ça va être les gens m'abandonnent toujours, les gens me veulent du mal, parce que la Ouais. victime, à force, va vouloir se défendre. Et le pervers va aller peut-être activer le schéma de la victime. L'abandon. Je dois sauver l'autre, ou oui, l'abandon par exemple. Donc c'est toujours une danse. Ok. Et est-ce qu'il y a justement dans ces danses-là, justement dans ces schémas précoces, inadaptés, certains traits qui correspondent malheureusement bien avec un pervers narcissique, qui sont l'opposé ou en tout cas la pièce du puzzle manquante. Je me dis, imagine qu'il y a quelques-uns de ces schémas qu'on retrouve souvent, comme ce syndrome du sauveur, dont on entend souvent parler, pour que des gens qui ne sont pas forcément tombés sur un pervers narcissique, mais puissent se dire, si j'ai ces schémas-là, il faut peut-être que je me méfie un peu plus que la moyenne. Ouais, alors évidemment, après on a tous des schémas. Est-ce qu'il faudrait se méfier en permanence? Est-ce que tu identifies certains schémas Ouais, types qui sont... chez les victimes que j'accompagne. Alors, bizarrement, c'est souvent les mêmes que le pervers. On a chez la victime très souvent un schéma d'imperfection, le même que le pervers, un schéma de carence affective, un schéma de rejet, d'abandon. Ça s'emboîte très facilement. Après, dans la théorie de l'attachement, bien souvent, le pervers narcissique, lui, a un attachement évitant, la victime a un attachement anxieux. Et les couples, la plupart du temps, c'est anxieux évitant, donc ça se complète. La personne anxieuse va vouloir être de plus en plus proche du pervers, chercher l'affection, l'amour, et le pervers évitant qui a peur de l'intimité émotionnelle va fuir, va attaquer. Donc ça s'emboîte. Alors je dis pas que tous les évitants sont pervers et que tous les anxieux sont des Bien victimes, sûr, hein, bien encore sûr. une fois, mais donc à chaque fois, c'est vraiment important de comprendre ces schémas, de les identifier en nous pour dire tiens, là dans cette relation, comment je réagis? Est-ce que c'est mon schéma qui parle ou pas? Et ça permet de prendre conscience de ça et d'éviter de rentrer dans cette danse infernale. Ok. Et est-ce que ces schémas-là, tu les conseilles pour monsieur tout le monde Est-ce que Pour il faut celui les ou celle connaître, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on est, C'est important, même, je pense, toi, dans ton travail, de pouvoir identifier chez les victimes, les personnes avec qui tu parles, quel est son schéma. Ça peut toujours être utile. Même pour les personnes, pour travailler sur elles-mêmes, en travail d'introspection,
je crois que travailler sur soi, apprendre à se connaître, c'est toujours utile. Ok. Parce que je connaissais même pas le concept, donc je ne connais Ouais. pas mes schémas. Moi, je vais dirai te si les tu dire, veux c'est après. assez facile. Hein. Les miens Non, c'est une blague. Beau. C'est pas des Le mec, schémas, il a ça tout compris. Droit de grandeur déjà. Hop. Voilà, Ça s'est fait tout seul. ça c'est clair. Oh, celui-là, je l'avais deviné de moi-même. Héloïse, t'as des outils que tu utilises? En fait, j'avais déjà envie de rebondir sur un des points qu'il a dit, c'est que c'est vraiment littéralement une danse entre la victime, à mon sens, et l'auteur. Et le moment souvent où les victimes décident de partir, c'est lorsqu'elles comprennent également qu'elles constituent la nourriture émotionnelle de l'autre. Quand on est dans une relation saine, on n'a pas envie d'être la nourriture émotionnelle de l'autre. On a envie d'avoir une relation qui est équilibrée, une relation saine. Et quand vous prenez conscience de ça, en fait, vous êtes épuisé parce que vous vous mettez à avoir le contrôle sur l'équilibre de la relation. Vous décidez, est-ce que je donne au PN ce dont il a besoin ou pas? Sauf que c'est fatigant de comprendre en fait que quelqu'un a besoin de vous dans une relation. C'est une responsabilité énorme. Une relation saine, c'est une relation où l'autre n'a pas besoin de l'autre. Il n'y a pas besoin d'être sauvé par l'autre. Alors, non, pour moi, une relation saine, c'est quand on n'a pas fondamentalement besoin d'être avec l'autre. On est déjà bien tout seul de son côté. L'autre n'est qu'un élément en plus dans la relation pour grandir ensemble. Mais on n'est pas dans une relation de dépendance. Et quand vous prenez conscience de cette relation de dépendance, vous cassez le schéma initial de la relation. Et c'est cette prise de conscience qui fait qu'il y a des ruptures et qui viennent me voir après pour une divorce ou une séparation. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, de toute façon, il demeure, à mon sens, en relation. Ok. Et sur les outils, du coup, est-ce que il y a certaines choses qui, toi, te sont parlantes Pour s'en sortir ? Pas pour s'en sortir, mais que tu utilises, Comment t'identifies, comment tu utilises? Est-ce que c'est pas ta spécialité? En fait, moi, j'identifie surtout d'un point de vue juridique, c'est-à-dire qu'à partir du moment dans un couple où j'observe, des humiliations, un isolement, une dépendance affective, le fait qu'il y ait un parent qui s'occupe uniquement de l'autre quand l'autre est en train de construire sa carrière professionnelle, qu'il y ait une absence de soutien au cours de la maladie ou au cours d'épisodes difficiles, qu'il y ait des punitions systématiques dans le couple, que ce soit par les silences ou des rabaissements ou des humiliations ou une division de la famille. En fait, c'est pour ça que à partir du moment où je vois pas ces exemples-là de schéma, je sais, alors peut-être qu'on n'est pas que c'est pas un pervers narcissique, mais je sais au moins qu'on est dans une relation toxique et qu'il y a deux possibilités. Soit on va en thérapie de couple et vous arrivez à avancer et à comprendre que le fait d'avoir raison ne vous aidera pas à rester en couple, parce que la difficulté, c'est que ces gens-là, ils se séparent, mais la plupart du temps, il y a encore des sentiments. On n'oublie pas quelqu'un du jour au lendemain, après 30 ans de mariage, après même 10 ans de relation. Bien sûr. Donc, soit la première possibilité, c'est qu'ils vont en thérapie de couple. Moi, je donne en général mon avis sur l'opportunité d'une thérapie de couple. Je leur dis à la limite, au pire, ça pourra vous servir d'élément juridique dans le sens où vous aurez prouvé que vous avez fait le maximum et que ça me permettra de raconter une histoire au tribunal, d'avoir une forme de storytelling, tu vois, au tribunal. Bien sûr. Soit ça marchera pas, ce qui est, à mon sens, 90% des relations quand on est dans une relation avec un PN ou un trouble de la personnalité narcissique. Mais au moins, vous aurez acquis la conviction que ça ne marchera pas. Et surtout, vous aurez un regard tiers. Parce que ce qui est, à mon sens, génial dans une relation avec un PN, quand un couple va voir un psychologue qui connaît ces thématiques, c'est que le psy, il s'en aperçoit. Il va très vite comprendre. Alors, peut-être qu'il y en a qui s'en aperçoivent pas, et je suis sûre que ça existe. Mais j'ai des exemples, vraiment, j'ai beaucoup d'exemples en tête où les parties vont, le couple va chez un médiateur, va chez des thérapeutes de couple, et où en fait le thérapeute ou le médiateur dit en off, je vous conseille d'arrêter et de saisir le tribunal parce que là ça mènera à rien. Et attention, j'ai quand même envie de le dire parce que c'est aussi une des questions qu'on a abordées aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que quand il y a des violences conjugales, c'est tout le temps un pervers narcissique ou c'est tout le temps irrécupérable. Mais paradoxalement, et même moi j'ai du mal à le dire, c'est pour dire à quel point c'est pas naturel. J'ai vu aussi des couples et j'ai accompagné des couples en médiation, en restauration de la communication et acceptation de la différence de l'autre. J'ai vu des couples comme ça qui arrivaient à retrouver un équilibre et où j'arrivais vraiment à les aider. Et
Mais on était dans un spectre très bas. On n'était pas dans de la psychopathie, de la sociopathie, clairement, dans ces dossiers. En fait, c'était peut-être pas ils avaient peut-être rien à voir avec le trouble narcissique. Exactement. Ils étaient peut-être juste violents ou insécures. Justement, en fait, c'est ce que je te dis, c'est qu'on a tendance à associer la perversion narcissique aux violences conjugales. Oui, alors que c'est deux choses séparées, même si souvent je pense qu'en fait, ça peut être séparé. Alors souvent, je pense que ça se rejoint, mais ça peut aussi être séparé, à mon sens. Mais c'est rare. Et je l'ai vu très rarement. C'est dans des dossiers, il y a des années et des années que j'ai vu ça. Donc, tu vois, j'en vois pas beaucoup, mais pour moi, c'est pas totalement incompatible. Et c'est pour ça que je me dis, pourquoi pas avoir un trouble de la personnalité narcissique, finalement, avec des symptômes assez bas, et pourquoi pas une prise de conscience par la suite, mais avec énormément de travail et sur des années, et avec une rupture quand même nécessaire pour lui permettre peut-être d'être en dépression et de prendre conscience de ses mécanismes de fonctionnement. C'est ce que tu expliquais. Ouais. Ok, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Tu as commencé Non, pas spécialement sur ça. Ok. Moi, j'aimerais bien essayer un peu un exercice, mais c'est de se dire, ok, la personne qui vient vous voir, qu'est-ce qu'elle va vous dire où vous allez vous dire, ok, je retrouve un schéma classique. Que je suis potentiellement face à une victime. Et l'idée, c'est de se dire, s'il y a des gens qui se posent ou seraient en train de se poser les mêmes questions que ce que vous allez décrire, qu'ils puissent se dire, ah bah tiens, je vais peut-être aller regarder un peu plus loin, aller creuser ce sujet-là. C'est moi ce qui me choque, ce qui me instantanément, c'est alors je dis elle parce que j'ai beaucoup plus de femmes qui me consultent, c'est cette impression que leur partenaire en face, il est complètement à distance émotionnellement. Vraiment, ce truc, il s'en fout de la souffrance de l'autre. Ça, c'est vraiment ce qui me choque. Là, il me donne pas de réponse, il m'ignore pendant 3 jours, pendant 1 semaine. Ça, c'est pas normal. Ensuite, le fait que cet homme-là accuse en permanence l'autre. C'est de ta faute. Tu es coupable. C'est-à-dire que j'ai parfois des exemples. Une femme, elle est tranquillement avec des amis. Et puis, elle va parler à un homme en face. Lui, son partenaire regarde et va lui dire à la fin, mais tu fais quoi là? Tu parles à, ça y est, tu veux te taper? Tu veux te le faire? C'est quoi le truc là? C'est quoi le délire? C'est-à-dire qu'elle fait quelque chose d'anodin. Elle parle juste avec un homme. Et lui va transformer cet événement pour lui dire, c'est de ta faute. Si je réagis comme ça, c'est que tu n'avais pas à faire ça. Okay. Et donc la personne en permanence, elle se sent coupable de choses juste naturelles. Ok. Très simple. Donc là, l'idée derrière, c'est de se dire, faire un peu un examen de conscience pour regarder si effectivement on fait pas n'importe quoi. Parce qu'il y a aussi des gens qui font n'importe quoi. Si on arrive à la conclusion ou à la certitude que non, tout ce qu'on a fait, c'était totalement normal, etc. Et que pourtant, on culpabilise en permanence, c'est quand même un point un peu de vigilance. Moi, j'ajouterais 2 points de vigilance. Est-ce que celui-là, déjà, on peut le... Oui, c'est là, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Vas-y, donne-nous. Moi, c'est des points de vigilance juridique. Je pense que les points de vigilance juridique où je me dis, bon, je suis clairement avec quelqu'un qui est dans une relation avec un pervers narcissique, c'est d'abord concernant les enfants. C'est quand on a un parent qui ne va pas placer l'intérêt supérieur de l'enfant en premier dans le conflit de couple. Parce que ce qui est important, c'est de différencier les 2 conflits. Ils n'ont absolument rien à voir. La question des enfants n'a rien à voir avec le couple. Et quand, par exemple, j'ai comment dire, un pervers narcissique qui va vouloir séparer, qui va demander la résidence de l'enfant d'un nourrisson de 2 mois, par exemple. Ou je vais avoir un enfant qui va avoir assisté à des violences conjugales où c'est la mère qui a été très violente et c'est la mère qui pervers narcissique, mais qu'on va avoir la mère qui va s'opposer de facto par l'organisation de manœuvres à l'organisation d'un suivi psychologique. Ça va être, par exemple, le père qui va refuser que son enfant qui a 14 ans prenne, j'en sais rien, des cours d'équitation, alors que c'était sa passion les 10 dernières années dans la relation que l'enfant pouvait avoir avec sa mère. En fait, c'est que des décisions qui seront contraires à l'intérêt de l'enfant lors de la séparation. Et ça, à mon sens, c'est très inquiétant concernant les enfants. Okay. Et puis, donc ça, c'est quand la décision qui est faite pour l'enfant n'est pas faite du tout dans l'intérêt de l'enfant, mais dans l'intérêt de nuire à l'autre, c'est ça? De nuire à l'enfant
et de nuire à Alex. Alex. Ouais, c'est exactement ça. Quand dans une relation avec un pervers, dans une relation avec un homme ou une femme ou un parent, le comportement de l'autre parent entraîne des souffrances pour l'enfant ou que c'est pas conforme à son intérêt et que ça permet de faire mal à l'ex, c'est clairement qu'il y a un souci et au moins une relation toxique. Ok, donc ça c'est dans le cas où par exemple il n'y a pas de problème à faire autrement, mais on empêche que cet autrement se fasse juste pour atteindre par exemple son ex. Tu parlais de l'équitation. Voilà. Normalement n'importe qui dirait si j'ai pas d'argent par exemple, ok, j'arrête l'équitation, mais si j'ai de l'argent, il adore l'équitation, je paye l'équitation. Ouais. Et le fait de l'enlever en se disant vu que l'ex fait de l'équitation et que c'est leur moment ensemble complice, je vais m'arranger pour qu'ils aient plus ce moment-là. Ou c'est même encore plus, par exemple, ça peut être une des raisons, mais en fait, le pervers narcissique, le parent pervers narcissique, il va prendre du plaisir à la soumission de son propre enfant. Donc, vous avez deux possibilités dans la relation avec l'enfant. Soit vous allez avoir un enfant roi qui va être en quelque sorte le reflet du parent pervers narcissique et dans ces cas-là, ça ira bien. Soit l'autre extrême, vous avez encore une autre solution, mais l'autre extrême, c'est que vous allez après avoir un enfant qui va être détesté par le parent pervers narcissique parce qu'en fait, il aura un discours plus proche de la victime que du parent pervers narcissique. Et finalement, quand vous avez un enfant qui n'a pas le droit de s'exprimer en tant qu'individu, en tant que personne, et que c'est l'attitude du parent pervers narcissique nuit à l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est que vous avez un souci dans la relation. Et l'autre trait d'identification d'une relation avec un pervers narcissique dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, c'est la dissimulation de revenus, c'est le fait de vouloir payer le moins possible. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, si vous êtes mariés, d'un point de vue juridique, c'est aussi que vous deviez avoir une forme de conscience de cet engagement financier. Le mariage, c'est pas seulement un acte d'amour, c'est un engagement financier. Il y a un régime matrimonial, il y a une solidarité, il y a un partage des biens. Donc, ouais, mais ça, il y a tellement de gens qui l'acceptent pas que je suis pas sûr que ce soit révélateur des pervers narcissiques parce que. Alors, c'est un signe, il y a 90% des gens qui trouvent que payer la pension alimentaire, c'est entretenir leur ex, etc. À tort, ils devraient pas penser ça. Ça, c'est clair que ce serait à tort. Mais parce qu'ils ne comprennent pas fondamentalement ce qu'ils font. Ils se marient parce qu'ils s'aiment et c'est tout. D'accord, ils comprennent pas, sauf qu'en fait, ils acceptent après. Ils acceptent quand on leur explique que c'est conforme au droit, que ça doit être comme ça. Et après, certes, le but, ça peut être aussi de les aider à payer le moins cher possible. Ça, je l'entends. Sauf qu'en fait, les pervers narcissiques, ils ne vont pas accepter, ils vont refuser, ils vont trouver des moyens juridiques pour maintenir le conflit juridique, avec des procédures d'incident, avec des appels, avec des nouvelles assignations pour entretenir le conflit, toujours payer moins, toujours disqualifier encore davantage la victime pour la rabaisser et pour l'user financièrement. Ok. Donc, en gros, dépenser de l'argent ou refuser d'en dépenser de manière outrancière pour entretenir le conflit, alors qu'il n'y a pas de raison d'être. Ouais. Ça, ce serait effectivement un élément, mais qui arrive un peu tard finalement. Voilà. Le fait de faire des traitements de faveur ou de différence de traitement entre ces enfants, entre soit l'un adoré, soit l'autre détesté, soit les deux montés contre l'autre ou ce genre de choses. Ouais. Tu peux aussi avoir un enfant neutre parfois. Ok. Et est-ce que vous en voyez d'autres qui pourraient être des éléments où si la personne est confrontée à ça, elle se dit bon ok, maintenant je vais un peu Il y a le changement de visage. Et pour les enfants, surtout c'est important de dire que l'enfant doré ou l'enfant gâté, même si on a l'impression qu'il est plus heureux, c'est quand même inadapté. Mais totalement. C'est trop. La réponse du parent, voilà, c'est ça, la réponse du parent est inadaptée et ça peut créer justement un schéma de grandeur aussi pour l'enfant plus tard et ça a des conséquences sociales évidemment. Mais il y a aussi le changement de visage, c'est super important, c'est-à-dire que quand vous parlez à n'importe quelle victime, on a l'impression qu'elle vous parle de 10 personnes. Ok. C'est vrai. Ouais. Elle parle, des fois elle nous dit là il a été incroyable, là parfois on a l'impression il est triste, on a l'impression d'avoir un enfant où il veut me sauver. Vraiment ce changement de visage où on ne parle jamais à la même personne. Et c'est ce qui crée, ce que je disais tout à l'heure, l'effet de sidération chez la victime. Okay. Parce qu'elle va toujours essayer de chercher mais à qui je parle. Là je me sens pas bien, là il m'a fait ci, mais finalement hier il était gentil. Et elle est perdue. Okay. Et à force elle se dit mais en fait je suis folle, je suis fou. Donc c'est vraiment le changement de visage. Encore une fois, une relation saine, c'est relativement neutre. Oui, on peut avoir quelques visages, un coup de colère, un coup de tristesse, normaux, ça fait partie du jeu. Voilà. Mais à un moment donné, quand la personne en face, c'est une panel de masques, c'est problématique. Voilà. Je
crois que c'est important. Bah, ce qui est vrai, c'est qu'en tout cas, moi, j'ai souvent entendu des victimes parler de ce regard, en tout cas, pas forcément de tout ce que tu connais, etc., mais plus d'un regard soit très, très noir, qui faisait vraiment extrêmement peur, soit d'un regard complètement vide. Ça, c'est les deux choses que j'ai souvent entendues de proches qui ont eu ces problématiques-là. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu alors, juste après, on va... Comment ? Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de ton actualité ? J'ai vu que, donc, évidemment, tu t'es fait connaître sur les pervers narcissiques, c'est une de tes grosses compétences, mais j'ai vu que tu étais un peu plus large aujourd'hui sur ton coaching, sur ce que tu pouvais apporter aux gens. Aujourd'hui, je me fais connaître parce que mon profil, ma cible, c'est toutes les personnes qui vivent des violences psychologiques. Mais évidemment, c'est-à-dire qu'on a l'impression que je parle que des pervers narcissiques, mais finalement, les pervers narcissiques, c'est 2% de mon sujet. Parce que quand je suis en appel, en accompagnement, je parle des victimes. Je les aide à apprendre à se connaître, à comprendre leurs schémas, leurs blessures, et surtout à se reconstruire. Donc au final, moi, mon but, c'est de les emmener à ne plus parler du pervers. Parce que le pervers, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vous. C'est le sujet, c'est la victime. Oui, parce que d'ailleurs, c'est peut-être aussi ça qui crée un peu ce phénomène de mode, c'est que le terme pervers narcissique, c'est un statu quo où tout le monde se comprend de quoi on parle, etc. Mais effectivement, ça permet de dire des choses beaucoup plus profondes. Exactement. Sur toutes les formes de perversion, les formes de gens mauvais, méchants, et à l'inverse, les formes de victimes, de gens qui en sont victimes. Et c'est un tremplin pour travailler sur soi. Je crois que même si ça peut faire peur ce que je dis, mais ça peut être un beau cadeau quand on a transformé cette relation, cette situation, même si c'est horrible, difficile, ce que j'ai vécu à mes 12 ans, mais quand on le transforme, quand on avance, et je veux le dire, c'est possible de s'en sortir. C'est possible de s'en sortir réellement, même si on entend souvent que des témoignages négatifs, parce que les gens qui s'en sortent ne vont pas aller sur les forums dire « ça y est, j'ai réussi ». Bien sûr. C'est possible de s'en sortir. Et j'en vois tous les jours en accompagnement. Ah, évidemment, c'est pas magique. Bien sûr. Mais on peut s'en sortir. Là, vous en êtes les bons exemples déjà. Exactement. Et puis je pense que ça doit être le mot de la fin parce que, mine de rien, j'ai l'impression qu'on est raccord sur ça. C'est que c'est presque une chance en fait, parce que c'est la possibilité de, si on dépasse le traumatisme, de devenir tellement fort, d'être capable de décrypter très rapidement une situation, un comportement, une relation toxique et d'avoir confiance en soi et une bonne estime de soi-même. Et ça, c'est quand même une force inouïe dans la vie pour avancer. Exactement. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ce podcast. Steven, où est-ce qu'on peut te suivre ? Alors Steven Clément sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et si vous voulez me voir en conférence, le 4 octobre, à Paris, une belle conférence qui s'intitule « Cesser d'être un aimant à pervers narcissique ». Un aimant. Un aimant. Ok. L'expression est forte, mais ça peut être le sentiment des victimes de se dire « je n'arrête pas de répéter ces schémas ». Il n'y a pas de hasard. Et on peut comprendre ce qui se joue derrière tout ça. Ok, très intéressant. Et si les gens veulent rentrer en communication avec toi, sur mon site internet stevenclement.fr, rubrique consultation. Et vous pouvez prendre soit un appel en visio ou au cabinet à Bordeaux si vous êtes de Bordeaux. Ok, écoute, c'était un grand plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci Héloïse. Encore comme d'habitude, toujours un plaisir de faire ces podcasts avec vous et puis d'échanger avec la communauté. On a essayé de faire un épisode le plus complet où on est quand même revenu sur beaucoup de choses, des choses pour le coup qu'on entend rarement. J'espère que ça pourra en aider le plus grand nombre. N'hésitez pas à commenter, à partager avec les personnes où vous pensez que ça peut leur être utile. Et puis je vous dis à très bientôt, vu qu'en ce moment on est quand même super productif, on arrive à sortir beaucoup de vidéos, donc c'est génial. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt. Merci à tous. Salut, bye, ciao.